Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous parler pudding, fish and chips, tourte au rognon, chips au vinaigre. Bref, vous aurez deviné que l'équipe d'aujourd'hui va vous parler du cinéma anglais et plus précisément de celui d'Edgar Wright et de son film Hot Fuzz sorti en 2007 avec Simon Pegg, Nick Frost et Timothy Dalton. En deuxième partie d'émission, on parlera du dernier James Bond, No Time to Die ou Mourir peut attendre en français. Et on se baladera dans le quartier de Soho, dans le Londres des années 60, en vous partageant notre ressenti sur le film Last Night in Soho. Et on terminera bien évidemment ce podcast par les coups de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine. Mais avant de vous présenter la belle équipe qui m'accompagne ce soir, je pose là sur la table la question primordiale qui animera cet épisode. Un Whodunit à la sauce Michael Bay, interprété par Laurel et Hardy, est-ce véritablement original? Et pour essayer de répondre à cette question, je suis accompagné d'Éléonore, Mathieu, Julien et Loris. Bonjour tout le monde. Coucou. Salut. Comment allez-vous? Ça va bien. Mathieu, tu voulais dire bonjour aux auditeurs? Oui, bonjour les auditeurs, bonjour à tous. Comment ça va? Bah écoute, c'est très bien, ça va super, on va parler d'un super film, je pense. Bon, premier tour de table, qui veut commencer à nous parler de ce film, Hot Fuzz? Loris? Je peux, si Vas-y. tu me rends mes notes, tout va bien. Mais même, tu sais que je pourrais le faire sans notes. Ben oui, bien évidemment. Ce n'est qu'artifice à nos yeux, n'est-ce pas? Mais Hot Fuzz, alors déjà, moi, c'est ma découverte d'Edgar Wright, en fait, parce que j'ai découvert le réalisateur avec ce film, et c'était tout de suite une grosse claque, parce que, sa mise en scène, parce que les close-up, les inserts, le rythme qu'il infuse à son film, tu sens que c'est un réalisateur qui aime vraiment, expliquer son film vraiment avec sa caméra, avec ses images. Il y a rien trop de détourné, c'est vraiment ça t'explose comme ça à la gueule. C'est vraiment en plus il y a tout le temps un ton d'humour. Et là pour le coup sur le film c'est vraiment un mélange des genres où t'as de l'action, tu sais pas trop où tu te situes. Est-ce que c'est un polar, est-ce que c'est un film drôle? T'es tout le temps un peu le cul entre deux chaises. Même si des fois ça peut jouer contre le film et ça j'accepte. Enfin je reconnais la critique. Mais du coup moi c'est un film que j'ai adoré parce que c'est aussi peut-être le premier, donc il y a ce côté un peu sentimental dont j'ai dû me détacher pour pouvoir en parler d'une manière un peu plus froide quoi, pour analyser un peu le film. C'était assez difficile d'ailleurs. Mais du coup oui, de là j'ai découvert donc Edgar Wright qui est pour moi un des meilleurs réalisateurs des années 2000-2010, en tout cas celui qui a été vraiment découvert par son talent et puis par son amour du cinéma, et ça se voit, ça transpire dans ses films. Donc oui, moi c'est un film que j'ai adoré et j'ai hâte d'en parler. Ok, moi je vais juste prendre 30 secondes pour faire un petit pitch, si ça vous dérange pas. Donc c'est l'histoire d'un flic qui performe dans son commissariat londonien et qui est promu et muté dans un petit village de campagne anglaise où il se passe jamais rien, mais il est muté parce qu'il fait passer ses collègues pour des nazes. Donc il est envoyé là-bas et donc les aventures commencent quoi. Ouais, exact. C'est assez drôle d'ailleurs. Julien? Ouais, bah moi c'est un peu comme Lolo aussi. Donc c'est comme Lolo d'ailleurs on a découvert les trucs ensemble. C'est marrant parce que je pensais qu'on avait vu Space avant. Non. C'est du fait de ce film là qu'on a on parlera de Space plus tard, mais Space c'est la série, c'est une série. Ouais, c'est la première série. Ouais, elle est trop cachée pour la connaître tout de suite. Ouais, on en parlera après. Mais c'est vrai que oui, moi aussi j'ai adoré le cinéma d'Edgar Wright, et démarré par Hot Fuzz, c'était pareil, je me rappelle l'avoir regardé avec mon père à l'époque, et tous les deux plusieurs fois dans le film on se regardait en se disant mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder quoi. On aimait ça, hein, on a adoré le cinéma qu'on a vu, mais on situait plus le film, mais dans les genres tu veux dire. Ouais, dans les genres, c'est ça, comme tu dis, c'est le mélange des genres. D'ailleurs c'est quelque chose qui est récurrent dans la trilogie. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ce film, j'aime le cinéma d'Edgar Wright, j'adore maintenant Nick Frost et Simon Pegg, le duo ensemble il fonctionne très très bien, il y a une alchimie qui se ressent à chaque fois. Exact. Et puis voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé, puis je suis impatient d'en parler avec vous. Mathieu? Alors moi j'ai découvert Edgar Wright en fait avec Shaun of the Dead.
Parce que Shaun of the Dead donc a été réalisé en 2004, mais en France, on a seulement pu le voir à partir de 2005. Et Edgar Wright, évidemment, en 2005, enfin personne ne le connaissait, moi non plus. Mais je me souviens quand j'avais chopé le DVD à l'époque, la première édition DVD, il y avait écrit, c'était adoubé par Quentin Tarantino et par George Romero. Et Romero. Et le fait que ce soit un film de zombies, même si c'est bon, on en parlera peut-être, mais c'est pas véritablement un film de zombies, c'est un film d'infectés. Ouais. Ah, tu es comme ça. Tu es comme ça. Les puristes, okay. dont je fais partie. Là, il y a débat. Ah non, mais t'as raison, c'est un film vrai. d'infectés. C'est pas un film de zombies. Bon, peu importe. En tout cas, le film était adoubé par George Romero. Moi, à l'époque, je vois ça, je me dis putain, un film de zombies. Adoubé par George Romero, sachant que qui est le père du film de zombies, qui en plus, lui, très souvent, a souvent voulu se détacher de cette imagerie, tu vois, de cinéma de zombies. Il a rarement déjà fait de commentaires sur les autres films de zombies. Donc quand moi je vois ça, je me dis putain, faut que je vois ce film. Et effectivement, ça avait été une claque. Après, j'avais attendu avec impatience l'arrivée de Hot Fuzz. J'aime beaucoup Hot Fuzz. Je le trouve alors mieux abouti, on va dire techniquement encore que Shaun of the Dead. Plus d'argent quoi. Ah, il y a un peu plus de pognon. Alors, je crois que c'est 8 millions de livres. Le précédent, c'est peut-être la moitié. Shaun of the Dead, encore aujourd'hui, de la trilogie Cornetto, je pense qu'on va développer sur la trilogie, c'est celui que je préfère. Parce que, à la différence de Hot Fuzz, il y a de l'émotion. Il y a beaucoup de séquences d'émotion et c'est bon, on en parlera, il y a des thématiques qui reviennent sur la nostalgie. Il assume sa comédie aussi. Il assume vraiment sa comédie. Mais en fait, le côté patchwork dont tu parlais des différentes références, des mélanges des genres, dans Hot Fuzz, il y a un côté un peu foutraque, mais qui va très bien avec le film parce que c'est un peu fun. Dans Shaun of the Dead, ce patchwork-là, je le trouve plus touchant, mieux amené, plus, tu vois, ça glisse mieux pour moi. Voilà. Il y en a peut-être un peu moins aussi, justement. De genre. Dans Shaun of the Dead, il y en a un petit peu moins, il se concentre quand même plus. Non, il y a de la comédie romantique, il y a... Ouais, mais... Oui, il y en a quelques, il y en a trois. Comédie romantique, bromance, film de zombies, film d'action, enfin film d'action, ouais, c'est inhérent au film de zombies finalement. Non. 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 Un peu. Non. J'ai l'impression que sur Shaun of the Dead, en 1968 quand George Romero fait La Nuit des Morts Vivants, c'est pas du tout un film d'action. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois oui, si, les courses poursuites, les machins, il y a quand même 2-3 trucs en bagnole. On va laisser Eleonore évidemment nous parler de son ressenti sur Hot Fuzz. Moi j'adore la trilogie Cornetto. Je trouve que il arrive toujours à faire en sorte que l'on passe un bon moment. C'est un moment entre potes et en même temps c'est l'invasion des zombies, c'est l'apocalypse à l'extérieur, mais tout va bien. C'est drôle. Voilà, je suis assez fan de ce film-là et le duo Simon Pegg et Edgar Wright fonctionne très bien. Et du coup, parce que là c'est une remarque sur Shaun of the Dead que tu fais, mais Hot Fuzz, celui-là il t'a plu aussi quoi, du coup. C'était sur la trilogie en général. Mais après Hot Fuzz, je trouve que c'est un de mes préférés. Ouais. C'est un de mes préférés parce que c'est là où j'ai le plus ri. Ouais. Et puis c'est quoi qui t'a fait le plus rire dans ce film-là? C'est l'interaction du duo. C'est les dialogues, c'est quoi? C'est l'humour visuel, c'est parce que Loris, toi aussi tu voulais développer un peu le côté visuel du film. C'est la manière de filmer, enfin l'autodérision, le fait de faire des grands plans, enfin des plans rapprochés sur Simon Pegg, c'est un sens comique qui touche tout de suite le spectateur. C'est inhérent à l'humour anglais tout ça, l'humour visuel. Est-ce qu'on peut dire que l'humour visuel, non, c'est pas que le cinéma anglais. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que les Anglais savent bien faire ça. Alors, les Anglais, ils ont le flegme anglais qui fait que... Attends, je t'arrête. Mathieu, il me fait un geste. Non, c'est pas unique. Je sais pourquoi il fait non, mais il te fait non. Pas pour le visuel, dans le sens auquel tu l'entends. Parce que même le splastic, qui serait le genre, en fait, très visuel dans le cinéma, c'est propre au cinéma américain. Par contre, c'est un cinéma extrêmement bien dialogué, et c'est un cinéma, en fait, voilà, qui est, voilà, ce sont les dialogues et le jeu des comédiens qui font que c'est drôle. Après moi c'est ça, il y a plusieurs façons d'imprimer du comique en fait, tu vois, t'as le comique de situation, t'as le comique de dialogue parce que ça va être drôle ce qu'ils sont en train de se dire ou parce que l'échange est drôle, mais t'as aussi la façon de filmer qui va faire que les choses sont drôles. Comment est-ce que tu fais entrer, sortir un élément d'une scène ou du plan, tu vois, et ça c'est des effets comiques que tu joues énormément avec ça sur à ce sujet-là. J'ai vu une vidéo de la chaîne YouTube qui s'appelle Every Frame a Painting en anglais, qui parle d'Edgar Wright, et la vidéo s'appelle, attention mon anglais, How to do visual comedy, comment faire une comédie visuelle. Et donc dans cette vidéo,
la personne qui parle dit que les comédies actuelles sont faites de gros plans sur les personnages et de dialogues entre eux, alors que Edgar Wright fait de l'humour visuel, effectivement, par sa réal, en faisant, il dénombre 8 ou 9 façons de faire de l'humour visuel. Donc il y a faire entrer un objet et le faire sortir du cadre. Il fait ça avec plein de trucs dans tous ses films. Un personnage pareil. Il dit quoi encore? Il y a des transitions harmonieuses entre deux scènes. C'est dans Shaun of the Dead où je sais pas, il y a quelqu'un sur un lit. Et le plan d'après, il est plus sur le lit. Oui, le lit. Non, c'est dans Hot Fuzz. Ah, c'est dans Hot Fuzz. Ouais, ça. C'est lui quand il arrive à Gloucester, à Sanford, et il est dans sa piole. Oui, c'est ça. Tu le vois couché dans le lit, puis le lendemain matin, en fait, la caméra passe sous le lit, revient au-dessus, le lit est fait. Ouais. Et il est là, plus il dessus. est en train de faire sa journée. Il y a des bruitages timés aussi. Il dit que ça. Et il dit aussi, il y a de l'action qui est rythmée par la musique. Donc dans Shaun of the Dead, la musique, sur le thème, c'est Shaun of the Dead où il y a une chanson du groupe Queen. Et quand il tape dans le bar en rythme avec les queues de billard. Ouais, c'est une marotte en fait d'Edgar Wright, c'est comment est-ce qu'il dit, c'est arrive later et comme early. En gros, c'est arriver dans la scène très rapidement pour justement jouer de l'absence d'un objet ou de choses comme ça. Et c'est ça qui fait un peu le côté comique. Et ça, il joue ça là-dessus. Et c'est sur ses close-ups, sur ses inserts aussi. Et dans le cinéma comique actuel, est-ce qu'on voit ce genre est-ce que vous avez un film en tête qui passe par cette mise en scène là pour faire. J'imagine que Tarantino fait beaucoup dans le genre close-up, insert. Ouais, voilà. En fait, l'insert. Rodriguez peut-être aussi. Ouais, et l'insert, à proprement parler, c'est là effectivement c'est très original, c'est qu'il a utilisé justement comme élément comique. Alors que ça n'a pas toujours été le cas en fait quand tu faisais des inserts, surtout que lui, ces inserts par son montage qui est extrêmement cut, ça donne du rythme et ça crée un effet comique. Alors que généralement l'insert c'est pour montrer, comme le faisait Hitchcock, c'est montrer voilà un élément qui va apporter quelque chose à l'intrigue, du coup tu te dis ça, si on me le montre, c'est que ça a un intérêt pour plus tard. Toi, c'est un effet. Justement, Edgar Wright expliquait que sur Shaun of the Dead, en fait, lui, son truc, l'insert ou le close-up, c'était pas, il l'utilisait pas spécialement. C'est juste que c'était son directeur de la photo sur Shaun of the Dead, c'était David Dunlap, qui était lui caméra opérateur sur Goodfellas. Et du coup, il y a beaucoup d'inserts et close-up dans Goodfellas. En fait, c'était David Dunlap. Les Affranchis, pardon. Ouais. Qui l'utilisait beaucoup. Et du coup, c'est lui qui a apporté un peu sa patte là. Et du coup, effectivement, Les Affranchis, c'est pas un film drôle pour le coup, mais ça s'utilisait beaucoup, quoi. Mais t'as tout à fait raison. C'est vrai que Scorsese, lui, a beaucoup utilisé ça. Beaucoup dans Les Affranchis, un peu aussi dans Casino. Mais c'est pas propre à la comédie. Mais là, ouais, c'est très original. C'est que il y a un effet comique. Un cinéaste que je n'aime pas trop, mais que vous appréciez, qui est Guy Ritchie, a beaucoup utilisé aussi ça dans Snatch, par exemple. Quand il prend l'avion, c'est dans Snatch avec Guy Ritchie, c'est que ça aussi. Il fait beaucoup ça, sauf que lui, à mon sens, c'est devenu un tic visuel pour masquer le fait qu'il n'est pas de réelle mise en scène. Alors que Edgar Wright, dans la trilogie Cornetto, moi, ce qui me marque le plus, effectivement, c'est le travail du montage, plus encore que la mise en scène. Mathieu, je t'arrête, parce que moi, je sais pas, j'ai appris qu'on appelait ça la trilogie Cornetto, mais qu'est-ce que c'est? La trilogie. Alors je sais que c'est les 3 films, Shaun of the Dead, c'est le pub avant, je sais plus quoi. Dans l'ordre, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End, le dernier pub avant la fin du monde. C'est ça. C'est titre en français, comme on sait exactement. C'est ça, tu viens de le dire. En fait, il voulait créer une sorte de Et Cornetto, c'est quoi? Cornetto, en fait, c'est parce que c'est la glace. C'est la glace, parce que dans chaque film, il y a une référence à la glace. Ah, c'est juste ça. D'accord. 3 couleurs différentes. Le premier, c'est rouge, ça rappelle le sang, comme Shaun of the Dead, c'est ça, hein. Hot Fuzz, c'est bleu pour les flics, et vert pour la science-fiction. Mais en fait, si vous arrêtez, si je me trompe, je dis peut-être une bêtise, mais en fait, quand il a utilisé ça la première fois pour Shaun of the Dead, c'était complètement anodin. Absolument, oui. Et ils avaient reçu plein de glaces. En fait, de Cornetto, et ils pensaient qu'ils allaient de nouveau recevoir des glaces faisant la même chose là pour Hot Fuzz, mais il s'est fait avoir, il a pas eu de glace. Et pour l'anecdote, faut savoir, Simon Pegg et Nick Frost sont vraiment des potes. Si je dis pas de bêtises, l'anecdote elle est folle. Ils se sont rencontrés en Tough Tech. En soirée, alors on se rencontre en soirée et en fait c'est Simon Pegg qui rentre dans une pièce et il voit Nick Frost qui était tellement bourré qui s'est endormi sur l'enceinte, qui balançait un truc sur la baffle, qui balançait un son. Un son de malade. Il s'est tout de suite dit lui ça va être mon pote. Je ne sais pour quelle anecdote. Et du coup c'est vraiment pour Nick Frost son remède au hangover. Quand le lendemain d'une teuf il se lève et qu'il a le crâne en fusion, le premier truc qu'il aime bien faire c'est manger une glace Cornetto. Et du coup, je sais qu'on fait une spéciale Angleterre, mais beaucoup d'anglicismes. Donc hangover, c'est quand ils sont bourrés, gueule de bois. Gueule de bois, quoi.
Merci Mathieu. Non mais comme Godzilla, c'est les affranchis. Moi, je suis la caution français. Donc Ouais, c'est vrai. dès que vous avez C'est parlé la en caution anglais, québécoise du podcast. C'est quand on devrait lui mettre, tu sais, une petite sonnette et à chaque fois il aurait un coq qui chante. Maître Capello, Maître Alors attention, caution française. Un petit Non, mais petite t'as raison, Marseillaise tu as à chaque raison fois. de le préciser effectivement. Non, mais déjà que le cinéma est un art qui utilise énormément de termes anglicisme, C'est clair, travelling bien et sûr, compagnie, qu'on peut difficilement traduire. Donc quand on peut utiliser du français, Faisons-le. faisons-le. Ah ouais, non, faisons-le. Enfin voilà, donc ouais, effectivement, et puis il a, comme dit Mathieu, il a surfé un peu sur ce truc-là, et puis il a dit qu'il aurait bien voulu avoir ça pour le deuxième film, pour Hot Fuzz, quoi. Ok. Et c'est quelqu'un qui lui avait posé la question, je crois que c'est un journaliste, ou, lors d'une conférence, il lui avait demandé est-ce que c'est une trilogie, machin, puis il était parti là-dessus. Et le film Hot Fuzz, qu'est-ce qu'il charrie comme cliché hollywoodien et à quel film il fait référence ou il rend hommage? Écoute, pour répondre déjà à la question, le whodunit, qu'est-ce que c'est? Ouais, On bah va oui. peut-être demander à Mathieu de nous expliquer ça. Alors que comme je parle très mal anglais et que je vais le dire en français, en fait, qui l'a fait? En Qui l'a fait, fait voilà, qui l'a Ah. fait. C'est à l'origine, c'est les romans d'Agatha Christie ou de Conan Doyle. Le principe est de savoir qui a commis le crime. Le crime. Alors, voilà. c'est ça qui est drôle dans Hot Fuzz justement, c'est que t'as l'impression en fait que, on le remarque, mais tout tourne autour du méchant entre guillemets, Skinner, le patron du supermarché. Les Simpsons. Non, le patron du supermarché. Parce que Simon Pegg est fan des Simpsons, j'ai vu. Ah bon, ça je savais pas. Ouais, voilà. Ah bah, ok. En même temps, ils baignent tellement dans la pop culture qu'ils Oui, sont voilà, un peu ouais, fans c'est de tout ce qui est comics, jeux vidéo. Même s'il a arrêté les jeux vidéo, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, c'est le mec. Ah ouais, je plaisante. Non, mais tu le sais, il était très très jeux Ouais, vidéo. dans Space, il y a beaucoup de références Voilà. aux jeux vidéo. Et il a arrêté de jouer aux jeux vidéo après Shaun of the Dead, au moment d'Hot Fuzz, si j'ai bien compris, parce qu'il a dit c'est tellement chronophage, je n'arrive pas Oui, bon, à après. être cinéphage, parce que c'est un énorme cinéphage, à faire du cinéma et en même temps Bien jouer aux sûr. jeux vidéo. Sauf, il a joué aux jeux vidéo pour Baby Driver, parce qu'il a joué, alors putain, je connais rien, Driver j'ai tellement de lacunes. Non, GTA, Ah, GTA, ouais. voilà. ok. Il a joué à ça pour s'immerger un petit peu dans l'ambiance. Ok. Et donc, pour revenir juste au whodunit, du coup, j'ai l'impression en fait dans Hot Fuzz que le réalisateur veut nous montrer directement qui est le méchant en fait, qui est l'antagoniste, assez clairement avec déjà Timothy Dalton qui joue incroyable dans le film parce que tout son jeu de regard, sa voix qui parle comme ça, I'm the man, tu sais tout de suite qu'il a un côté sombre. Tout ça enrobé avec la musique qui va bien aussi pour justement alourdir le personnage. Du coup, whodunit, mais tu sais que alors, tu penses qu'il y a un petit piège quelque part, qu'en fait, il veut te faire croire que c'est lui le méchant, alors qu'en fait, c'est pas lui. Mais non, c'est vraiment lui le méchant. Donc, ce serait plutôt bon, le temps est faux, mais ce serait peut-être un whodunit. Donc, En fait, pourquoi il y a si meurtre alors, qui il est Il y a un truc, c'est juste, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le whodunit, comme dit, c'est un code. D'accord, c'est une façon d'écrire, comme l'a dit Mathieu, il y a des références type Agatha Christie, d'anciennes références Sherlock Holmes, mais il y a aussi genre par exemple Columbo. Oui, à des dames. Mais je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais Columbo, tu sais de tout de suite qui Oui. est le coupable, mais le but c'est de savoir pourquoi et comment. D'accord, généralement c'est Columbo qui va déterminer et apporter les preuves pour étayer son raisonnement et dire que effectivement c'est lui le coupable. Et le whodunit, il y a un contrat qui est passé, que ce soit par le scénariste et vis-à-vis du spectateur. Autant dans les livres du coup que dans les films, mais le contrat c'est que le spectateur c'est le détective, si on veut, et l'écrivain c'est le tueur. Donc lui il a les infos et toi tu dois chercher à savoir. Le truc c'est que pour ne pas te décevoir à la fin du film, le but c'est quand même de te tromper. Il a le droit de te tromper, mais il doit te donner les éléments quoi. nécessaires techniquement pour arriver à la même conclusion. Il peut pas normalement comment on appelle ça, tu sais, le truc au dernier moment à la fin, le Deus ex machina. Ouais, le Deus, vois. ouais. Et du coup, il y a les choses trappes et les fausses pistes. Voilà. Mais dans Hot Fuzz, là où c'est encore plus fort, c'est que il y a pas de fausses pistes, c'est que l'inspecteur, enfin Simon Pegg, se trompe dans sa conclusion. Il sait en fait, il reconnaît que d'abord, c'est quand il fait sa première analyse. Là, ça c'est génial, c'est quand il se retrouve en disant oui, vous avez fait ça, donc là il reprend les journaux, les machins. Pour les donc, terrains, pour avoir le terrain, C'est pour ça. acheter les parts, etc. Oui, c'est une sorte de délit d'initié. c'est ça. Et donc quand toi tu vois ça, tu te dis ah ouais bah oui, Ah oui. évidemment, puisque ce sont toutes les pistes qu'on m'a amenées au fur et à mesure. Et en fait non, c'est pas du tout ça. mais c'est ça qui est drôle. bah, c'est super drôle parce que là ça va au-delà de la fausse piste. C'est que du coup le mec s'est complètement trompé, puis nous on acquiesce en plus. Bah oui, bravo, bien joué. Mais je comprends pas parce qu'il reste encore une demi-heure de film. Oui, alors qu'en fait tout le monde est tué pour des raisons complètement triviales. Le mec
est tué parce qu'il joue mal au théâtre, parce qu'il joue mal et c'est un mauvais acteur, l'autre parce qu'elle est juste chiante avec sa voix horrible, etc. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est clair. Léona, tu voulais rajouter quelque chose sur le bout du nid? Non, sur le Woody. Ou autre chose. Ouais, non, c'est ce qu'on pourrait aussi relever, c'est les running gags récurrents dans la trilogie. Moi, ce que j'adore, c'est le saut de haie de Simon Pegg. Je trouve ça trop formidable, quoi. Moi, c'est celui de Nick Frost que j'aime bien. Oui. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Et c'est tellement drôle. Et puis je crois qu'il le fait encore une deuxième fois. T'as toujours des clins d'œil dans le dernier pub avant la fin du monde où je crois qu'il se loupe. Oui. Enfin, parce qu'il a trop bu, je sais plus. Mais voilà, c'est toujours ces petits clins d'œil qui créent le lien entre les trois films. Voilà, c'est bien pensé. Et puis c'est en même temps léger et drôle. Et en même temps, on sent que on sent qu'il y a quand même une certaine réflexion que Simon Pegg dans Hot Fuzz, ils se sont presque obligés, enfin on lui met une pression monstre pour qu'il accepte les règles des gens du village alors que il fait juste son simple job. Donc il y a des injonctions comme ça de la société. Enfin ça peut faire une réflexion sur plein d'autres trucs, quoi. Bah, c'est un truc qui est vachement bien aussi, c'est qu'il a eu cette volonté là, Edgar Wright ainsi que Simon. Enfin, c'est surtout Edgar Wright à l'idée. Les deux ont écrit, non, mais c'est lui l'idée. Et puis ils ont écrit à deux. Pegg, ils écrivent toujours à deux. Bon, ils ont une méthode bien particulière d'ailleurs pour écrire qui est avec pas mal. Leur tableau blanc. Leur tableau blanc, ouais, dans les bonus, tu vois des trucs assez sympas sur leur façon d'écrire. Mais c'est le fait d'avoir aussi, d'ailleurs, ça fait partie d'un de ces effets qui est génial. Donc, c'est le fait déjà de délocaliser ce genre de choses, tu vois, de partir de Londres et d'aller vers la campagne. Des références qu'on a évoquées, que je vous ai évoquées à 2-3 reprises. Je sais pas si vous vous souvenez. Quel est le film référence pour ça? Et c'était un de mes coups de cœur. On en a parlé plusieurs fois. The Wicker Man. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est complètement ça. C'est le flic qui se retrouve. Là, c'était. Oui, dis-moi. Il y a un des acteurs du. Il y a Edward Woodward. Exactement. Edward Woodward qui joue dans Hot Fuzz, qui est le flic qui se retrouve, tu vois, dans le film de. Oui. Non, vas-y, que termine. Non mais et c'est pour ça que je le reconseille à nouveau. Regardez The Wicker Man. Oui, c'est vrai. Non mais c'est un putain de chef-d'œuvre avec Christopher Lee, donc Edward Woodward. Et puis bien sûr, il y a aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui connaissent, ils vont avoir le cœur qui palpite comme moi. Il y a Ingrid Pitt. Quelqu'un connaît Ingrid Pitt? À l'occasion, vous regarderez des films de la Hammer, ou vous regarderez sur Google, vous taperez Ingrid Pitt. Il y avait difficilement plus sexy comme actrice de la Hammer, et en plus pour appâter le chaland dans The Wicker Man, elle est nue dans une baignoire. Ouh. Voilà, j'en resterai là. Non, je télécharge le film. Il faut regarder The Vampire Lovers, et il y a aussi Comtesse Dracula. Regardez ces deux films de la Hammer, ces films des années 70. Je vais juste revenir sur ce que disait Eleanor. Eleanor, quand elle parlait, c'est du saut de haie. Oui. Et voilà, c'est Ingrid Pitt, ouais. Moi, j'ai passé des soirées, tu penses. La pauvre dame est décédée depuis un moment. À cause de toi? À cause de moi. Non, il faut lire sa bio. Elle a, je sais pas, je fais cet aparté qui ne mène à rien, mais elle a une bio de dingue. Cette femme s'est retrouvée dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est partie à Berlin, elle a fait une formation d'actrice. Enfin, elle a eu 1000 vies, cette nana. Assez exceptionnelle. Je voulais juste revenir, sur ce que disait Eleanor. Pour les sauts de haie. Je sais pas si vous avez vu ça dans les commentaires. C'est Quentin Tarantino qui a dit qu'il a inventé un genre cinématographique. C'est la course dans le jardin. Non, c'est pas ça. Alors ça existait déjà, hein, parce que dans ce film-là, il est très influencé. On parlera plus tard de ses influences si vous voulez. Mais c'est un film que je vous ai déjà aussi parlé. C'était aussi un de mes coups de cœur. C'est Arizona Junior, des frères Cohen, où il y a aussi une course dans le jardin. Et tout le monde sait que voilà, Edgar Wright, il est vachement inspiré de Sam Raimi. Donc Sam Raimi est Evil Dead, mais quand tu vois le film Arizona Junior, les frères Cohen ont beaucoup travaillé en début de leur carrière avec Sam Raimi, et ça transpire de ça. Tu vois, cette caméra qui bouge très vite, avec ces gros plans, tu vois, cet effet cut dans le montage. Et donc Tarantino parlait de ce genre cinématographique. Ok. Bon, du coup, c'est vrai qu'il le réutilise pas mal dans ses films. Mais Julien, toi, tu parlais du fait de se détacher d'un endroit, hein. Oui. Et je trouve que la manière dont il l'amène aussi dans le film, c'est admirable, quoi. À l'écran, absolument, dans la mise en scène. Ça reprend ce que disait Mike en début d'émission. C'est tout à fait ça. Si tu regardes, si tu veux faire justement, si tu veux illustrer ce propos en disant qu'il a une façon, il a amené moi je trouve ça nouveau parce que moi je le découvre en voyant Hot Fuzz. Après je sais pas si ça a déjà été fait auparavant, mais généralement, et ça c'est la façon de montrer dans le film. Voilà, le personnage est à un endroit.
Et il déménage. C'est pareil, en fait, c'est le premier acte, donc on met en place la situation, on nous montre qui est le personnage et ça, comment dire. Déjà la présentation du personnage, elle est exceptionnelle. Je veux dire, dans le rythme, oui, dans le rythme, c'est magnifique. Tout ce qu'il fait pour montrer que c'est un chef d'intervention, qui maîtrise 10 arts de combat, qu'il était fort aux études, qu'il avait des bonnes notes partout. Rien que le faire en 2 minutes, t'as tout compris du personnage, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est incroyable. Et en scène d'action, c'est filmé comme une scène d'action. C'est filmé comme une scène d'action. Absolument. Et là, mais dans Shaun of the Dead, il arrive à faire le matin, le petit déjeuner, il se fait couler son thé, il se fait sa tartine, t'as l'impression que c'est une scène d'action. Mais dans Hot Fuzz, il remplit des feuilles de papier quand il emmène les gamins en prison. Mais tu sais que ça, c'était un élément aussi très important pour eux, c'est qu'en fait, si tu regardes le cinéma anglais, généralement, c'est beaucoup du cinéma qui fait l'apologie du gangsta. Tu vois, c'est souvent le gangster anglais, les petits groupes de gangsters. Il y a, je sais pas combien de films qui ont été faits, mais et le flic anglais était souvent rabaissé, on va dire, dans ce genre de choses. Surtout le flic en uniforme. Ouais, le copper, proper. C'est comme en France, en fait. Il y avait une interdiction. T'avais Bebel et t'avais les flics avec le képi. Justement, en fait, ce qu'on disait, c'était anti-cinématographique. Pour les Anglais, c'est la même problématique, et en France aussi. On disait, on ne peut pas faire de films policiers avec des policiers en uniforme. Il y a rien de moins glamour, de moins cinématographique, à contrario du cinéma américain. Et c'est pour ça, quand lui, il prend cette figure-là du flic en uniforme, comme tu disais, la moindre scène, même faire un rapport, ça doit être tourné comme un film d'action. Ça doit donner du rythme. Moi, je voulais que tu reviennes sur la scène, effectivement, du déménagement, comment il l'a mise en scène, alors que dans d'autres films, par exemple, quand tu veux amener un personnage dans une autre ville, tu filmes la voiture qui part au loin, tu filmes c'est ça. le panneau de la nouvelle ville. Voilà. Et puis là, il a fait un cut, quoi. Le mec dans son ancienne ville. C'est ça. Il a son carton avec ses affaires où il empacte tout dans son coffre. Tu suis la voiture. Il dit au revoir à tout le monde, la voiture part, on va la voir ensuite un plan plus éloigné où tu vas voir la ville, il est en train de sortir de la ville, et après tu vas voir effectivement sans doute un plan avec le panneau de la nouvelle ville. Ouais, voilà. Grosso modo, ça va être ça, quoi. Là, c'est de la fainéantise. De la mise en scène. C'est facile, on va dire c'est facile, c'est classique, voilà, on te montre le truc. C'est pas que c'est pas bien, moi je dis pas que c'est pas bien, je l'ai vu dans je sais pas combien de films, ça m'a pas dérangé. Mais là, lui, il apporte un truc, alors déjà ça me fait rire. Parce que il en fait un effet justement, donc t'as des comique. cuts très rapides et t'as plein de petites images et qui te font comprendre plein de choses. Donc c'est-à-dire en anglais, il le verrait peut-être mieux encore parce que t'as même le truc du taxi qui change, tu sais, la borne au-dessus du taxi, et apparemment en ville à Londres ils ont tous le même, donc tu le reconnais facilement, et quand ça change tu sais aussi que t'es en train de t'éloigner de Londres. Tu vois qu'au fur et à mesure il change de train, à chaque fois il a un train un peu plus petit, il attend sur le quai d'une gare, il y a le train qui arrive, qui se fait la barre de réseau, il s'ennuie à mourir, la barre de réseau de son téléphone à chaque fois entre chaque plan tu vois juste, elle perd une barre, tu vois, jusqu'au moment où il a plus de réseau. C'est un TER Strasbourg-Sarreguemines. Ça c'est génial. Voilà, en quelques plans il t'a fait comprendre que le mec il est dans le trou du cul du monde et que ça va être très compliqué pour lui, quoi. Ouais. Et c'est même le rythme qu'il a, c'est très rapide, non? C'est très rapide. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir, et c'est vraiment fun à regarder. Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire, cette scène-là, vraiment. Il y a une obsession, j'ai l'impression, de Wright pour il trimballe sa plante. Oui, la plante, le peace lily, ouais, je sais plus ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a on en reparlera peut-être dans Last Night in Soho, mais il y a une obsession d'Edgar Wright pour faire une grosse différence déjà entre la City, Londres. C'est un provincial, hein. Ouais, voilà. Donc tu sens. Lui, il est de Wells, je crois que ça s'appelle. C'est d'ailleurs la ville où ils ont tourné. Ouais, c'est pas Somerset. Hot Fuzz. C'est pas Somerset. Non, c'est Wells ou Somerset. Il y a deux villes. C'est un petit bourg. Enfin bref, c'est un petit bourg. Et c'est vrai qu'il est vachement attaché à ça, au côté provincial. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il avait été refusé aux écoles de cinéma à Londres. Et il disait, mais au final, c'était une bonne chose. Parce que moi, là où j'habite, j'avais une concurrence éventuellement de 100 bonhommes. À Londres, ça aurait été des dizaines de milliers. Ouais, c'est clair. Donc, je me suis formé chez moi, et c'est très bien comme ça, quoi. Et d'ailleurs, comme disait Julien, Hot Fuzz a été tourné dans sa ville natale. Et du coup c'était drôle pour lui parce que du coup il retrouve ses vieilles rues. C'est comme, imaginez-vous faire un film qui va être mondialement connu, tourné dans les rues de votre ville, de votre petite ville, et puis du coup surtout après tout ce qui a été faire les premières, etc. C'était assez surtout qu'il fait des cours quand il est jeune, parce que lui commence à essayer, il se met derrière une caméra, il a 7 ans je crois, il fait d'ailleurs il gagne un concours de court-métrage quand il est tout jeune, où il doit faire des courts-métrages. C'est fait par une association pour l'accès aux personnes à mobilité réduite dans les salles de cinéma. Donc en plus c'est en lien, et lui il monte son truc, il le gagne, et je crois qu'il gagne une caméra, alors je sais plus si c'est une Super 8 ou un truc comme ça, ouais voilà. Et donc il va s'amuser à faire plein de choses. Donc il a fait un film alors c'est un court-métrage, il fait saigner les yeux ce truc là, mais c'est fait avec ses potes,
que je sais plus le nom de ce film, ce court métrage, putain, c'est Dead. Bon, c'est pas grave. Mais Ouais, bref, et t'as déjà plein de petites choses qui ont. Alors par contre, c'est de la parodie. Hein. C'est vraiment, il y a des trucs qui sont assez sympas à reprendre, mais il fait ça et il le tourne dans son patelin. Et t'as des images qui sont faites au supermarché, qui est le supermarché qu'il utilise pour Hot Fuzz. Il y a plein de trucs que tu retrouves où il avait déjà fait des tentatives. La cathédrale, j'imagine. Les gens de son patelin savent déjà que c'est un mec qui essaye de faire des films et qui, tu vois, c'est la consécration. Tu reviens, j'ai fait un film international et qui en plus fonctionne super bien, quoi. Et Lolo, tu voulais faire un point peut-être sur l'enrobage sonore du film et le mixage qui apporte, à ton avis, beaucoup au film. Déjà, on en a parlé rapidement avant sur Shaun of the Dead. On découvre déjà que Edgar Wright, c'est quelqu'un qui aime la musique. C'est un Anglais fan de musique anglaise, mais de manière générale, de musique de manière générale. Et ça se sent dans ses films, puisque la musique est toujours à une part prépondérante dans la mise en scène. Mais moi, j'ai même l'impression que, et ça je l'ai pas lu, c'est vraiment, je pense à ça. Peut-être c'est faux, hein. J'ai l'impression que des fois, en écoutant des musiques, il construit sa scène sur la musique. C'est-à-dire qu'il va avoir des titres, il se dit, oh putain là. Non, c'est sûr, et c'est même pas excuse-moi, c'est même pas des titres complets. Ce sont des bouts de musique. Des bouts de musique. Ouais, en fait, j'avais lu un truc, il avait une conversation avec Christopher Nolan, apparemment qui fonctionnait de la même manière, et ça a été encore plus utilisé pour effectivement par la suite par Baby Driver, où il se repassait en boucle des morceaux, des courtes parties d'un morceau pour construire son film autour de ça. C'est la différence de ce qu'on fait habituellement, c'est l'effet Disney où généralement tu as ton film et le compositeur compose la musique en fonction des images qu'il reçoit. Là, le réalisateur, Tarantino fonctionne de la même manière. Il écrit ses scènes en fonction du son qu'il est en train d'écouter dans l'oreille. C'est génial, quoi. Ouais. Procédé inverse. Bon, pour le coup, j'ai l'impression que Hot Fuzz, c'est un peu en retrait. La musique, on l'entend beaucoup moins que sur Shaun ou sur les films d'après. Peut-être le pub aussi, Dernier pub à la fin du monde, on entend moins, j'ai l'impression que... Bon, Last Night in Soho, on en parlera aussi, mais elle est partout. Mais là, c'est aussi l'enrobage sonore de manière générale qui accompagne aussi tout ce qui est close-up, etc. Je veux dire, quand tu regardes rien que la scène où Simon Pegg retourne, donc Nicolas Angel retourne dans la salle des preuves pour s'équiper en armement. Cette scène, elle est incroyable où tu le vois mettre les flingues et là tu as tout l'enrobage sonore qui accompagne le truc et t'es là, waouh, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, à propos de ça, je sais pas si vous saviez, mais moi j'ai découvert ça aussi, c'est que tout ce qui est close-up, c'est tourné à l'envers normalement. C'est tourné c'est-à-dire que quand tu vois... Non, c'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, dans Shaun of the Dead, tu sais, quand il fait le close-up sur lui en train de boire le thé, quand il dit a nice cup of tea, tu vois, la caméra s'approche de lui et filme la tasse en gros plan, quoi. C'est ça un close-up? C'est un close-up. Normalement, c'est l'inverse que tu fais. Tu commences par la tasse et tu recules. D'accord, ok. Parce que c'est difficile, en fait, pour un caméra opérateur de centrer la caméra et de tout de suite bien viser sans trembler l'image. Ce que ne faisait pas David Dunlap parce qu'il était très très fort. C'est pour ça qu'il a travaillé avec Scorsese. D'accord. Lui, il arrivait à le faire à l'endroit du premier coup. Ce qui n'était pas le cas de beaucoup de monde. Enfin bref, j'ai digressé un petit peu. Mais oui, donc pour finir sur le son, enfin moi c'est vraiment un truc qui m'a scotché et je me souviens c'était surtout sur Shaun of the Dead. On en a parlé de la scène avec Queen, quoi, forcément, parce que déjà j'adore Queen. Mais tu sens que il s'imprègne aussi du cinéma qu'il connaît très très bien, mais aussi de la musique. Ce qui en fait un mec très complet et qui peut, tu vois, jouer avec plein de références. T'as aussi des références musicales du coup dans ses films. Et voilà, c'est une sorte d'harmonie comme ça un peu géniale qui fonctionne très bien, quoi. Non, Mathieu? Non, mais je sais pas, vous voulez peut-être parler aussi des nombreuses références. C'est ce que j'ai, ouais. C'est ce que t'as lu. Ouais, j'allais relancer là-dessus, mais je l'ai lu dans ton regard. Lui, il veut nous relancer sur les références. Bon, sur le blockbuster américain, forcément. Ouais, ou que ce soit les productions Joel Silver, les productions, Michael Bay dans la question, on en parle. Voilà, les productions Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Avec le fameux gimmick qu'on retrouve dans Bad Boys et puis enfin pas que dans Bad Boys mais dans quasiment toute la filmographie de Michael Bay, c'est ce travelling circulaire au ralenti qui remonte en mince, qu'est-ce que je dis, en mince. Le plan, il est zénithal. Non, justement, il est en contre-plongée. Ah. Voilà. Et non, pour un cinéphile, c'est compliqué.
Duel de regard. Ah. Duel de regard en ce moment même. Non mais il en profite parce qu'il est très loin de moi. Ah, il sait que je peux pas l'atteindre. 2 mètres de Me lance place. pas du saucisson à la gueule. Mais t'as pas l'impression justement qu'il veut vraiment se réapproprier ces genres, ces stéréotypes pour un peu se moquer pour un peu se moquer de ce genre et Mais puis je pense pas qu'il s'en moque en fait. Tu penses quoi? Tu penses qu'il le sublime? Il veut faire quoi? Je pense qu'on est plus dans l'hommage que dans le pastiche. Ok. Vraiment. Et parce qu'il y a, mais bien sûr, il y a toutes ces productions comme dit Joel Silver et compagnie, parce qu'on est dans le aussi bien dans la bromance que dans le buddy movie. Et avec 1000 références, hein. En plus c'est des titres, le titre du film c'est des titres, c'est en 2 mots, comme pour Die Hard, comme pour Bad Boys, machin. Arme fatale. Arme fatale. L'arme fatale c'est Lethal Weapons. Lethal Weapons. Voilà, c'est ça. Donc pareil en 2 mots. Mais après il y a aussi toutes les références qui sont inhérentes au cinéma même anglais, anglais-américain des années 70. Donc des cinéastes comme Michael Winner, des cinéastes comme Don Siegel, on le voit aussi, tu vois. Et avant que tu continues sur le cinéma anglais, en fait, faut aussi noter la présence des acteurs dans le film. Oui, c'est un casting. Il y a des mastodontes du cinéma anglais, quoi. Je veux dire, rien que Broadbent qui est là, qui est tombé amoureux de Shaun of the Dead, voulait une... C'est lui qui a demandé à Wright, il a dit si t'as quelque chose. Exactement. Mais en fait, faut vraiment se rendre compte que ce sont des acteurs assez très connus en Angleterre, et vraiment des pontes qu'on disait. Il y a un acteur qui a joué dans Wicker Man, etc. Donc c'est vraiment des grands acteurs, quoi. Bah nous, ça nous parle pas forcément de prime abord parce qu'on les connaît pas forcément tous, mais effectivement le cast est ouf. Mais même le cast en soi, la distribution elle est folle parce qu'il y a énormément de personnages. C'est aussi ouf. Il y a toujours le même problème, c'est ce qu'on parlait en off tout à l'heure avec Jules, c'est les personnages féminins. Ça c'est un peu Edgar Wright, c'est un petit peu compliqué. Là il y a Olivia Colman, mais Olivia Colman, elle joue le rôle d'un bonhomme. Oui, dis-moi. Normalement, il y avait un personnage féminin prévu. Une fille qui s'appelait Victoria. Il devait y avoir une romance. Ouais. Il devait y avoir une romance, il devait y avoir un personnage féminin écrit, sauf elle a été abandonnée par. Alors, en fait, pour des raisons, je sais plus pourquoi. Non, parce qu'ils quand ils des raisons misogynes peut-être. Je crois qu'ils étaient c'est un truc quand même assez ouf parce que quand sur l'écriture, ils ont écrit des kilotonnes en termes de scénar, c'est un truc de ouf. Et à un moment donné, il fallait tailler aussi. Et attention, je viens les mots. Non, mais justement, parce que quand tu dois tailler dans un scénario et que tu vires le seul personnage féminin que tu as, pour moi, c'est assez révélateur que tu sais pas en écrire. Parce que Shaun of the Dead, le personnage féminin, c'était un personnage fonction. Ouais, et je pense que s'il a supprimé, ça aurait été un personnage fonction aussi, puisqu'on doit jouer sur la bromance. Oui, en fait, lui, il a dit, la romance, elle est entre Simon Pegg et Nick Frost. Oui. Donc en fait, il a pas besoin de rajouter ça. Il voulait que ça se passe comme ça, justement. Et je pense que c'est ça qui est dommage. Ils auraient peut-être, au bout d'un moment, créé un personnage féminin fort. Ils auraient pu. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque au film. Tu vois, trouver une femme forte à mettre quelque part. Tu vois, à écrire quelque chose de bien pour un rôle féminin. Quoi. C'est vrai que ça manque. Le seul personnage féminin, c'est Doris, qui est jouée par une actrice qui est incroyable, Olivia Colman. Qui est quand même, elle dit des trucs horribles. Elle dit que des trucs sales tout le long du film, quoi. Bon, c'est génial. C'est génial. C'est super drôle. Surtout, tu attends ses interventions, en fait. Ouais, surtout cette actrice-là, quand tu sais ce qu'elle a fait après, décorée dans tous les sens, des prix, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un truc qu'on peut reprocher au film. C'est le manque de... Au film, et puis, alors on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais même à l'ensemble du cinéma de Edgar Wright. Je parle. On n'a pas encore parlé de Last Night in Soho. On y reviendra tout à l'heure. Je vais parler de la trilogie. Okay. Mais même sur les autres films, tu vois, en dehors de Last Night in Soho, les personnages féminins, c'est pas encore ça. Mais si, il faut quand même reprendre aussi une chose. Alors, je sais pas quel âge il a, Wright, quand il écrit Hot Fuzz avec son pote, mais c'est des mecs qui sont, faut voir déjà, il a pas fait beaucoup de trucs avant Hot Fuzz, hein. Il a fait Shaun of the Dead. Bon, il a fait la série Spaced, mais là, il écrivait avec, c'est Pegg qui écrivait avec, Jessica Stevenson, celle qui joue. D'ailleurs, elle fait des apparitions dans Spaced, dans Shaun of the Dead. Dans Shaun of the Dead, pardon. Et d'ailleurs, elle reprend, sans vraiment le dire, c'est un peu le personnage, qu'elle incarnait déjà dans la série. Ouais. C'est comme si c'était eux deux qui se retrouvaient dans Londres 10 ans plus tard en se disant, en évoquant certains souvenirs. D'ailleurs, ça a été coupé, mais elle lui parle de techno. C'est vrai? Ouais. Normalement, il y a tout un gimmick à chaque fois qu'ils se rencontrent tous les deux. Bon, il fait souvent jouer ses acteurs. Il y a eu beaucoup d'acteurs dans Space. Et donc il dissémine. Il écrit Simon Pegg ils connaissent ça. Simon Pegg, il est collé à son pote Nick Frost, qu'on disait tout à l'heure, les bromances, tout ce qu'il y a entre deux, c'est quelque chose qui c'est réel dans leur vie. Oui, tous les deux, ils ont vécu ensemble, ils ont été colocataires. Et puis, je pense qu'autour de cette table, on a des gens qui sont assez proches les uns des autres, qui savent ce que c'est la bromance, les gars. Pas du tout. Ah non, on en est loin. Moi, un temps, oui. Moi, je vous le dis.
Et les regards qu'ils ont des fois, et cette capacité de jouer où ils sont à la limite. À un moment donné, dans Hot Fuzz, quand ils regardent le film le soir tous les deux, quand il lui dit, qu'il lui montre sa vidéothèque complètement dingue et qu'il lui dit on va se mater et Point Break et Bye. Non, il lui demande choisis. Ouais, par lequel on commence. Par lequel on commence. Et à un moment donné, ils se regardent tous les deux et tu te demandes s'ils vont pas s'embrasser carrément. Tu vois, c'est vachement bien fait dans Shaun of the Dead. Moi, j'ai pas vu ça. Je pense que inconsciemment, tu as fantasmé ça parce que tu le désires. Tout le monde l'a vu. Je confirme. Si tu veux, on s'embrassera après. Le dialogue entre les deux est exceptionnel en fait. Enfin, tout le dialogue entre Simon Pegg et comment il s'appelle, Nick Frost est fait. C'est-à-dire que pour un cinéphile, ne pas savoir. Moi, je suis pas cinéphile, pas du tout. Et donc, ouais, ça tourne toujours autour de Nick Frost qui est en admiration et qui fantasme la vie de comment il s'appelle? Nicolas Angels à Londres. Il pense que sa vie policière est faite de courses-poursuites, de bagarres, de tirs, et il lui pose plein de questions. Il fantasme la vie alors que lui, de policière à Londres, alors que lui, il s'ennuie dans son petit village. Et il dit mais t'as déjà tiré en sautant, t'as déjà tiré en faisant c'est comme ça. Et en fait, c'est des dialogues qui se réalisent au dernier acte du film. Oui, il y a une inversion en fait des personnages entre guillemets. Enfin, une inversion des personnages. On voit bien que le personnage de Danny s'émancipe un peu tout le long du Danny, je cherchais. Tout le long du film, il devient à la fin c'est lui qui reproduit la scène de Point Break justement quand son père s'échappe, donc finalement c'est son fantasme, il peut enfin tirer en l'air en criant, alors que Nicolas Angel lui justement est un homme d'action et à la fin il se range un petit peu pour devenir flic à Sanford. J'ai une question à vous poser et c'est pas un piège mais vraiment le personnage de Danny, donc il a affranchi de ce qui se passe dans sa ville, puisque c'est son père, tu vois, qui donc est-ce que Danny c'est un mauvais flic, dans le sens un méchant flic, ou c'est juste un gars incompétent et un enfant? Parce que à la fin on se dit bah oui bon il va aider donc le personnage de Simon Pegg, normal, voilà, parce qu'il se sacrifie, ou en tout cas il va l'aider parce qu'ils sont très très proches, ils sont devenus très proches, et puis qu'il l'aime aussi, qu'il le fantasme, peu importe. Mais je me demandais, mais en fait ce personnage là, même si nous on a beaucoup d'empathie pour lui, on le voit comme un petit gamin, un benet, en fait c'est un méchant. Tous les flics sont méchants en fait dans cette série. Bah oui, puisqu'ils sont tous ils sont en tout cas. Ils sont pas tous, parce que d'ailleurs à la fin quand il veut reprendre qui sont dans l'ignorance. Ceux qui sont dans l'ignorance en fait ce sont les plus jeunes. Si tu regardes, donc t'as les deux Andy qui sont avec lui, il y a non, il y a pas que les. Vous êtes sûr qu'ils sont dans l'ignorance de ce qui se passe? Ouais. C'est stipulé? C'est pas stipulé, mais en tout cas, ils prennent parti. En tout cas, à un moment donné, ils prennent parti. À la fin, pour Nicolas, et ils l'accompagnent quand il va. Mais pourquoi ils prennent parti? Moi, je pense qu'ils prennent parti parce que justement, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et qui peuvent se révéler en tant que en tant que flic d'action. Parce qu'en fait, du coup, quand il se passe ça, c'est pas tellement par la révélation et qui dit voilà, nous maintenant, par probité, par esprit de justice, on va les combattre. C'est que tout d'un coup, ils portent les oripeaux du l'action man, du l'action movie. Et c'est ça qui les révèle. Tu vois? Oui, mais ils étaient pas au courant de ce qui se passait en amont, je veux dire. Ils étaient pas au courant. On le sait pas. À aucun moment c'est clairement. Je pense qu'ils sont juste représentés comme une bande de. En fait, c'est vraiment le stéréotype du flic de campagne qui n'en branle pas une, qui ne sait pas ce qui se passe, qui mange du gâteau, qui boit des bières, et qui est complètement distancé de ce qui se passe vraiment dans leur ville, puisqu'il se passe rien en fait. C'est pour ça que justement le groupuscule de chefs, eux ils sont tranquilles parce qu'ils savent que personne va venir les emmerder. Mais il se passe rien, pourquoi? Parce que c'est justement, il y a ce groupuscule qui. Eh oui, parce que dès qu'il arrive quelque chose, par exemple quand on arrête un gamin qui chaparde dans un supermarché, on ne porte pas plainte et dit allez c'est pas grave, allez, on n'en parle plus. Et justement. Mais les flics du coup, à un bon moment ils doivent quand même être ils doivent savoir en fait ce qui se passe. Oui. Ils doivent savoir que personne ne porte plainte et qu'on arrête quelqu'un qui chaparde, on n'en tient pas compte. Mais je pense qu'il fait ça pour aller au fin fond du stéréotype, c'est-à-dire prendre le stéréotype du flic feignant qui ne connaît rien et qui ne s'implique pas parce qu'il pense qu'il se passe rien. Effectivement, si tu prends ça sur le papier à pied de la lettre, effectivement, si t'es flic, tu sais ce qui se passe. Mais lui, il veut aller au bout du truc pour dire vraiment. Ils sont tellement glandus qu'ils se détachent complètement et ils n'ont jamais affaire avec ce qui se passe en fait dans leur ville. Déjà, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est vrai, mais si tu regardes même à l'origine, Simon Pegg finalement il est promu. La première scène qu'il a avec Freeman et
comment il s'appelle, Knight, qui est complètement Bill ouf. Nighy. Ouais, Bill Nighy, il est génial, quoi. Bah, acteur incroyable. Et en fait, on lui file une promotion, mais c'est clairement une sanction, quoi. Il lui dit, écoutez, voilà, toi, il lui dit, t'es à 400% de rendement, t'es le shérif de Londres, quoi. Tu vois, il dit, en fait, tu nous fais de l'ombre à tous, et à cause de toi, on passe tous pour des rigolos, et ça, même dans notre vie, de manière générale, quand t'as un mec au boulot, qui défonce tout, ben, finalement, les autres l'aiment pas trop parce que lui, il montre qui est possiblement faisable. Est-ce qu'on ne fait pas? Et forcément, c'est toi, tu le fais pas, quoi. C'est que finalement, quand tu dis à ton chef, non, mais tu te rends compte, je peux pas, il dit, bah, lui, il y arrive, y a pas de problème. Ouais, c'est clair. J'ai adoré la scène où il sort du bureau en disant je vais en parler aux collègues. Et qu'il y a, oui, ça, et qu'il y a les collègues déjà, qui mais savent le merci. genre avec congratulations. Ça, c'était marrant. Cette scène, elle est merveilleuse. Bah, justement. Et en plus, ça, elle est au c'est- départ, ça, quoi. c'est Tu de te dis, l'humour putain, très ça anglais, commence quand très Déjà, fort, cette quoi. scène avec les chefs qui s'enchaînent et qui disent la même Génial. chose. Ouais. Ils ont déjà Incroyable. prévu sa réaction. Ils savent qu'il Bien va sûr. demander. L'autre, il est déjà là. How's Parce the qu'il dit, hand? tu veux que j'appelle le chef? Le premier, il fait genre, il l'appelle. Mais le deuxième, il a même pas composé le numéro. Qu'il ouvre Il la arrive, porte. comme ça. Hello, Nicholas. C'est How's des the détails hand? qui... Ah non, mais c'est mortel. Enfin bon, Bon. mais donc il est déjà mis dans un milieu où les gens autour de lui ne produisent pas énormément, ou en tout cas moins que lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il devient un peu fou, c'est quand il arrive dans cette ville, lui, et c'est ce qu'on est en train de lui dire, c'est que le précédent policier qui était à sa place, on lui dit à un moment donné aussi, il est devenu fou. A big bushy beard. Ouais, voilà. Non, mais il est devenu fou parce que justement, il voyait le mal partout. C'est Bah, ce il qu'on lui pareil. dit. Et à un moment donné, tu doutes aussi. Tu te dis, est-ce que c'est pas vraiment Nicolas qui est juste dingue et qui voit le mal absolument partout? Genre, il dit, à un moment donné, il voit le vieux avec son imperméable. Il dit, tu vois, le gars là, c'est pas normal. Et avec la température qu'il fait, vu le jour. Mais il a machin. raison, en fait. Et il a raison. Mais jusqu'à ce moment-là, on s'en rend pas compte. Non, C'est- non, justement. tu vois, c'est ça qui est génial. Nous, après, on le voit parce qu'on voit le côté slasher. On voit qu'il y a un tueur qui tue les gens. Mais nous, du coup, on est d'accord à un moment donné avec lui. On dit, mais si, nous aussi, on l'a vu, mais les autres ne l'ont pas vu. Et lui dit tout ça. Mais arrête. Tu vois, tu fais n'importe quoi. À un moment donné, il lui dit même dans le bar, il dit, c'est peut-être nous qui allons te poignarder si tu continues à nous faire tuer, quoi. Bon, les amis, est-ce qu'on a répondu à cette fameuse question? Le Wood Unit à la sauce Michael Bay, interprété par Laurel et Hardy, est-ce vraiment original? Était-ce Bon, vraiment original? je sais pas si on a répondu, mais Bah, le film est original. Le film est original par peut-être pas par son fond entre guillemets, mais plus par la manière et la forme dont il est amené, dont les scènes sont faites et enfin avec la patte Edgar Wright qui est un peu unique maintenant. Et justement là on parlait de scènes qui nous ont fait rire, mais en fait on pourrait parler pendant 2 heures du nombre de scènes tellement il y en a en fait. Je veux dire chaque scène il y a quelque chose qui te fait sourire, dont tu te souviens aussi parce que justement il y a une manière originale et unique de filmer. Donc Dans le mélange, dans ce film, en fait, dans le mélange des genres, d'accord, que tu retrouves entre le Wood Unit, le buddy movie, la bromance, le slasher, la comédie anglaise, et finir par un action movie à l'anglaise. D'ailleurs, oui, c'est pour ça que les plans de Michael Bay sont là et tout. C'est justement pour te plonger dans ce truc-là et ça canarde dans tous les sens. Moi, je trouve que tout est bien amené. Ça a l'air d'être un fatras un peu comme on disait, ouais, effectivement, de plein de choses, mais moi, tout a fonctionné. Tu vois ce que je veux dire? Les moments slasher où je suis là, wow, j'ai presque l'impression d'avoir ressenti un peu ce que je peux ressentir des fois quand je regarde du cinéma coréen. Tu vois, il est capable de te faire passer par toutes les émotions. Tu rigoles Tu et vois, où la t'as scène vraiment d'après, t'es pris, tu te dis ah ouais, quand il y a la scène de trahison, tu te dis ah ça te prend parce que il y a ce truc. Quand il y a la scène de bromance où comme je te dis, moi j'ai l'impression qu'ils vont s'embrasser tous les deux, ça fonctionne. L'humour est là et ça me fait rire et j'ai beaucoup rigolé pendant le film. L'intrigue où on essaye de savoir qui est le tueur, bah pareil, ça me prend vraiment bien. Enfin je veux dire tout a fonctionné pour moi la fois où j'ai regardé ce film et encore maintenant quand je le regarde, ça reste vraiment, il fait partie des films que j'adore revoir et que même rien que d'en parler, je peux rigoler, comme dit Lolo. Pour chacune des scènes, il y a un truc intéressant. En fait. Bon ben merci. On va passer à la deuxième partie de cette émission, la partie Actu. Et on va parler du dernier James Bond 007, No Time to Die. Qui veut commencer par donner son avis sur ce film-là? Eleonore? Eh ben, moi j'ai bien aimé. On est deux. Voilà, beaucoup d'action, j'en ai eu pour mon argent, des beaux paysages, c'était super bien filmé, des belles cascades, ouais, j'étais un peu sceptique par rapport aux 2h43 qu'on m'avait annoncé. Finalement, je me suis pas endormie ni rien, donc j'ai bien apprécié. Moi c'est pareil. Enfin, en fait, ce film il m'a servi tout ce que j'attendais. C'est un divertissement, de l'action, un véritable James Bond. Voilà, franchement, très bon film pour moi. Ouais.
Le Lova nuancé. C'est le dernier, Non, c'est le dernier James Bond de Daniel Craig. Ouais. Alors oui, James Bond, il te sert du James Bond. Oui, voilà, tu peux- Le seul truc, c'est que moi, à 1h30, j'ai mal aux fesses déjà. Ouais. Arrêtez de faire des films de 2h45 parce que ça me gonfle. Je veux dire, faites des films de 2h45 où alors tu les utilises bien. Là, des fois, il y a des moments où c'est pas nécessaire et tu sens que ça tire en longueur et que non, c'est trop long. Arrêtez de faire des films trop longs. À part le Seigneur des Anneaux. Et par contre, petite mention moi pour Ana de Armas. Bon, déjà l'actrice incroyable. Vénère. Moi, je prends un spin-off de ce personnage quand tu veux. Je donne mon argent, je jette les liasses de billets sur le producteur. Mais super personnage, on la voit pas assez, mais très très cool. C'est vraiment ma satisfaction du film en fait. Sinon, Daniel Craig fait toujours du bon boulot, mais voilà. C'est un passage de relais ce film-là ou Non, je pense pas. Tu peux développer juste par rapport à ce personnage? Ana de Armas. Ouais. Je l'aime bien. Non, Non, mais Qu'elle avait en spin-off et tout, mais pour quelle raison exactement? Mais non, mais parce que déjà personnage féminin fort comme ça, moi Mais ça en me fait, c'est une vraie image reflet de ce que pourrait être James Bond au féminin. ouais, sur tous ces aspects. Ouais, exactement. Dans sa Et je crois classe, que j'ai envie de dans ça. son- Et dans ça m'a sa- fait réfléchir et je crois que j'ai envie de ça. Je crois que j'ai envie maintenant. Grave. Je crois que ce film, c'est une très bonne question. Ça vient de me sauter à la figure. Mais je crois que j'en ai marre de James Bond. Je crois que j'en ai marre de voir des hommes comme James Bond au cinéma, tu vois. Des mecs qui savent tout faire, qui sont trop beaux, qui assurent tout le temps. J'ai envie de voir peut-être des mecs qui réussissent moins. J'ai peut-être envie de voir des femmes qui réussissent beaucoup plus, tu vois. Je crois que j'en ai C'est un marre. peu dans l'air du temps finalement. Ouais, mais je crois que j'en ai. Moi, je le sens aussi maintenant quand je vois ces films-là. C'est peut-être ça aussi pourquoi le film m'a paru long. C'est peut-être pour ça aussi, parce que j'en ai peut-être marre de voir toujours cet archétype de personnage, de mec qui maîtrise, qui gère et tout. J'ai envie de voir aussi des femmes fortes. Mais justement, il s'améliore un peu, non, dans celui-ci. Ouais, mais tu. Ça colle plus à. Peut-être un peu, mais alors code de la moi, société, je pense quoi. que ce serait le moment de changer radicalement et de voilà, réinventer les codes. Pourquoi pas. Le cinéma a peut-être besoin de ça aussi et dans plein d'autres médiums. Voilà. Parce Je que pense du coup, on peut rappeler quand même que James Bond, il y a un certain sexisme quand même de base. Mhm. Ça fait un peu partie Oui, de oui. l'image de marque de la Absolument. franchise, enfin du personnage. Ça fait partie de son truc, ouais. Et enfin, moi j'ai relevé, si vous voulez bien, juste quelques petits dialogues croustillants. Donc de James Bond contre Dr No par exemple, qui dit il dit à Ursula Andress sortant des eaux, j'admirais votre forme. La plupart des femmes ne font que barboter, vous nagez comme un homme. Donc ça c'est une premier petit dialogue sympa. Dans Rien que pour vos yeux, il y a Roger Moore qui lance donc à une femme avec, enfin ils ont Liaison. des choses. Il couche. et ensuite il lui dit rhabille-toi, il va t'acheter une glace. Enfin c'est un peu étrange quoi. Enfin, ok. Excellent. Ensuite dans Moonraker, t'as Roger Moore et Lois Chiles, je sais plus comment on dit, qui dit bonjour madame. Elle lui répond un renseignement et donc il lui dit écoutez, je suis Bond, James Bond et je voudrais voir le docteur Goodhead. Donc elle lui répond vous l'avez devant vous et lui il lui dit un homme, une femme, pardon. Tu vois, justement j'ai fait le. Ouais, bon ça à la limite tu dis l'air du temps, tu peux comprendre. Maintenant, si on avait des trucs comme ça, tu vois, c'est peut-être ça l'accumulation de ce genre de choses qui font qu'au bout d'un moment, même si ça participe aux constructions du mythe James Bond et du personnage, je suis d'accord. Mais bon, pourquoi pas changer? Il y a effectivement donc une évolution. Déjà dans GoldenEye, non c'est dans GoldenEye, t'as M qui est donc son supérieur hiérarchique et qui est une femme. Et il y a quand même la première agente 007 dans le dernier. Oui. Qui est une femme oui. et qui est De couleur. noire. Donc voilà, il y a la diversité, l'inclusivité. Oui, Ils ont essayé, tu sens qu'ils ont essayé de. Ouais, mais ils le de font faire tout un d'un peu. coup, tu sais. Ouais, mais c'est ça. ce qu'ils font aussi, Allez. c'est qu'ils auraient très bien pu lui donner un autre numéro. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'ils lui donnent le set, matricule, oui. le matricule de James Bond pour bien lui montrer, normalement, comme parce qu'il lui dit, Qu'elle même lui à un moment redonne en donné, plus, lui dit, vous pensiez qu'on allait plus le donner à personne. Par exemple, tu vois, au sport, dans certains clubs, quand t'as un joueur iconique qui a porté un maillot, comme par exemple Michael Jordan, c'est l'exemple le plus parlant. 23 au Le Bulls. 23, au Bulls, plus personne ne mettra le maillot 23. C'est le sien, on l'a accroché en haut, et personne d'autre n'aura le numéro 23. Il y a Parce qu'à tellement de partir- numéros, franchement. oui, non, mais je veux dire, on est d'accord. pas mettre Pourquoi des lettres pas Mais c'est comme ça, c'est une sorte de reconnaissance. Et là, le fait de lui dire de faire ça, c'est très significatif. Ouais, mais on verra le prochain James Bond, ce sera un homme.
Tu vois, il y a des chances que... Peut-être que c'est même Edgar Wright qui le... Ah oui, c'est vrai qui que c'est réalise. pressenti. Ce serait bien. Hein. Moi, j'ai Nick Frost en James imaginé Bond. que c'était effectivement un passage de relais et que cette femme, je sais plus le nom du personnage, mais l'actrice, Ana de Armas. ouais, qu'elle va elle prendre le relais et devenir. Non, c'est pas. Mais rien n'est dit. il faut... Je suis d'accord d'en parler et de le voir éventuellement en toile de fond, mais il faut que concrètement ce soit fait sur le prochain film. Oui. C'est bien de le mettre 15 minutes dans le film et de... Oui, mais c'est une amorce, c'est un passage de Oui, relais. oui, ça oui, ça annonce peut-être le début d'une autre ère James Bond. ce serait bien. Alors, ce serait cool. Allons-y. Il y avait de toute façon déjà eu en fait une inversion des rôles. Je sais pas si vous vous souvenez quand Daniel Craig apparaît dans Casino Royale, il rejoue la même scène qu'Ursula Andress. Donc il y a déjà en fait un rapport qui est différent où la sexualiser un personnage n'est plus sexualiser un personnage féminin, mais le personnage masculin. Donc il y avait déjà une première amorce vers quelque chose de différent. Le personnage de M, juste vous rappeler que là on est en train de dire oui, c'est un personnage féminin, c'est génial. Non, c'est sa maman. Très clairement, c'est sa maman. Oui, c'est vrai, c'est James Bond sous l'ère Daniel Craig, c'est un personnage dépressif qui, dès qu'il a un souci, va voir maman. Quand maman n'est plus là, maintenant c'est l'ami Ralph Fiennes qui tient le rôle. On est dans la confrontation constamment parce que il faut tuer le père. Ça me rappelle quelqu'un. Hein? Ça me rappelle quelqu'un. Ça te rappelle quelqu'un? Toi? Qui, toi? Toi. Moi? Bah, pas du tout. Il adore son père, de quoi tu parles? Mais tu m'as embrouillé maintenant. Alors maintenant, juste pour revenir sur le personnage féminin, alors Ana de Armas, oui, évidemment, c'est le seul personnage qui apporte de la fraîcheur dans ce film, mais qui est d'un ennui. Moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est le début. Effectivement, là, il y a ce que j'attends d'un James Bond. Il y a de la cascade. Tu disais, il y a des beaux paysages. En plus, c'est en Italie, donc formidable. Oui, ça commence très bien. Mais après, 2h45 de ça, c'est d'un ennui. Quand elle apparaît, effectivement, Ana de Armas, qui est magnifique, mais en plus, elle vient avec sa candeur, avec quelque chose de très innocent, mais en même temps, elle casse des bouches. Cette fille-là, c'est pas pour rien qu'ils l'ont embauchée pour interpréter Marilyn Monroe. C'est typiquement Marilyn, quoi. Donc là, c'est formidable. Je fais court, hein, je dis tout de suite tout ce que je pense et après je vous repasse le micro. Rami Malek, un peu naze, hein. Il faut arrêter. Rami Malek, ce n'est pas un comédien. C'est simple. Voilà. Rami Malek, voilà, si vous ne le saviez pas, il a eu un Oscar, il a usurpé un Oscar, là, on sait pas comment, pour Freddie Mercury. C'était déjà une catastrophe. C'est Mr. Robot, il est très bien dans Mr. Robot, la série est plutôt cool, mais Rami Malek, ce n'est pas un acteur. Ah, là, c'est vrai que c'est loupé, ouais. Non, mais c'est terrifiant. En plus, dans un James Bond, le méchant est extrêmement important. Et Hitchcock disait, faut jamais rater un méchant. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais non. oui. Sinon, tu fais pas un bon film. Voilà. C'est ça? Non, mais la valeur du héros se mesure effectivement à la taille du méchant. L'antagoniste, non, mais le méchant n'est pas écrit. Et en plus, le méchant n'est pas écrit. Les personnages féminins ne le sont pas non plus. Non. Là, le nouveau 007, c'est un personnage fonction. À partir du moment où elle arrive, elle fait sa première séquence de cascade, on tire partout. Mais après, elle fait de l'administratif. James Bond a besoin de quelque chose. Ok, moi je t'envoie un avion, je t'envoie machin. C'est un personnage fonction et administratif. Donc, personnage féminin, 0. En plus, ils ont quand même embauché une autrice de... Comment elle s'appelle, Phoebe Waller-Bridge, qui fait des scénars, qui a fait des super séries en fait féminines comme Fleabag et tout. Enfin, c'est vachement bien. Donc tu t'attends à ça, mais pourtant, elle est cannibalisée par une franchise où le personnage masculin est quand même très important et dont les gonzesses n'ont pas leur place. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je reviens juste tout au début du film. J'ai bien aimé le début, juste le côté un peu slasher giallo. Vas-y. C'est plutôt pas mal. Et c'est vraiment la première fois, enfin j'avais pas le souvenir où le film commence un peu tourné comme un thriller quoi. Il y a quelque chose de, tu vois, et ça c'était pas mal. Donc ça, plus après la scène d'action et de cascade en Italie, je suis happé. Après tout le reste, c'est trop long. Catastrophe. Et le final, bon, on va pas spoiler, mais c'est d'un ridicule. Ouais, et c'est censé amener de l'émotion. Et là, je spoil, mais James Bond, papa. Non mais sans déconner, moi je veux pas. Les gens qui ont écrit ça ne savent pas ce que c'est, je pense. Non mais et puis nous tout de suite on prend conscience, oui, donc c'est sa fille, et puis lui il y a aucune émotion, genre non mais c'est pas ta fille. Ah bah on le sait bien que c'est ta fille. Et à la fin on lui dit oui,
Nous avons les mêmes yeux. Tu vois, la couleur des yeux. Elle a tes yeux. Ah, tes yeux. Non, mais mais là, arrêtez, tu vois. Et ça, c'est pour donner l'impression que maintenant, il va rentrer dans la famille nucléaire, tu vois. Là, papa, maman, on se marie. Je rappelle que James Bond s'est déjà marié. Et James Bond ne peut pas vivre avec une femme. Tu vois. Donc c'est quand George Lazenby épouse Diana Rigg, ça ne marche pas. On en reparlera de Diana Rigg, inévitablement. Mais ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc moi, je suis content que ça se termine. Et bon vent, James Bond. Bon vent, Daniel. Bon. Bah, James Bond, ouais. Bon vent, Daniel, on va dire. Mais après, pour moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai une très faible connaissance de James Bond, mis à part, pour moi, la bagarre. Bond, non, c'est que James Bond, je l'ai découvert vu ma génération. Moi, c'est Pierce Brosnan. Ah oui. C'est GoldenEye, très bon James Bond que j'avais adoré. Après, tout ce qui a suivi de Pierce Brosnan, c'était, je sais pas, ça m'a pas marqué. Il y a que le premier vraiment que j'ai bien aimé. Après les autres, c'était un peu moindre. Et puis quand Daniel Craig arrive, voilà, c'est un autre style, hein, quand même. Déjà, il y a eu une petite levée de bouclier en disant bon, voilà, il a pas du tout le physique d'un James Bond. James Bond, c'est pas un mec bodybuildé qui met des lattes à tout le monde. Normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. James Bond, il te met des coups avec les tranches de la main dans la nuque. Tu vois, tac, et tu tombes. Il se bat pas pendant une demi-heure en t'éclatant la tête contre le lavabo et voilà, c'est pas James Bond, ça. Il utilise ses petits Mathieu, il acquiesce. Non, mais moi, au final, ça me convenait. Voilà, mais c'est ça, mais ça a été, ok, Daniel Craig, c'était ça, c'était finalement le côté un peu bulldozer, plus brut, plus sensible aussi quelque part, parce qu'il est quand même très écorché. On le voit plus en tout cas dans ce personnage-là. Après, le problème, je pense aussi sur Imagine Sean Connery dépressif, ça ne fonctionne pas. Sean Connery, c'est le mâle à état brut, c'est le macho. Tu vas pas dire James Bond, Sean Connery va pas pleurer dans les bras de M. Justement, ce qu'a Daniel Craig à son personnage, on a enlevé de psychologique, on va dire, tu vois, d'assurance et justement, on lui a donné une sorte de fébrilité par rapport aux femmes notamment, hein. Mais on lui a donné en puissance. Voilà, le mec il pète tout. Déjà dans Casino Royale, on le voit pendant que l'autre il saute dans tous les sens, lui il traverse les murs. Pas compliqué. Et tu sais comme moi, non mais maintenant, je donne l'impression de pas aimer l'ère Daniel Craig. Moi, Casino Royale, je trouve c'est un chouette film. Il y a juste c'est quoi? Quantum of Solace, c'est une catastrophe. Ouais, c'est Spectre est un peu en deçà aussi. Alors, Spectre, bon, c'est Sam Mendes. Je vais pas dire beaucoup de mal sur Sam Mendes comme la dernière fois, mais Sam Mendes, quand il fait ce film, ce qui est cool, c'est la première séquence, tu vois, ce long plan séquence qui se passe au Mexique, qui est vraiment chouette, dont tout le monde se souvient, mais après, on s'en fout. Et avant ça, il y a Skyfall, qui est quand même très beau. Ouais, c'est réalisé par Sam Mendes, pour le coup. Moi, je voulais juste faire un, pardon, excuse-moi. C'est Dickens à la photo, hein, Skyfall. Oui, je crois que c'est George Dickens. Roger Dickens. Je voulais juste faire un focus sur le réalisateur. J'ai jamais entendu parler de ce mec-là. Qu'est-ce qu'il a fait avant? True Detective. La première saison de True Detective. Lui, il a fait ça. Ah ouais, bah oui. Superbe série. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, dans True Detective, tout le monde se souvient de ce plan séquence de dingue, qui a, je sais plus, c'est l'épisode 6 ou je sais plus quel. Et du coup, ils ont reproduit un plan séquence et quand il se bat dans les escaliers, qui est plutôt bien amené, je trouve, qui est plutôt pas mal, tu vois. Mais oui, il est très connu surtout pour ça, pour True Detective. Ah, j'ai cru c'était multi-réalisateur, True Detective. Je savais pas qu'il y avait un seul réalisateur qui avait tout fait. Alors pour la première saison, c'est lui, et c'est lui le. Alors, mais d'habitude sur les séries HBO, tu sais, il y a genre 3-4 réalisateurs et ils se. Oui, t'as raison. Non, mais là sur ce coup-là, en fait, alors je sais pas s'il était showrunner aussi, mais il a fait beaucoup de trucs pour la première saison. Bon, ouais. Allez, passons à Last Night in Soho, le film d'Edgar Wright. Ah, parce qu'on peut plus rien dire sur le James Bond. C'est fini. C'est fini. Il nous regarde même pas, nous poser la question. Non, c'est encore des trucs. C'est moi. Alors, vous avez des choses encore à dire sur James Bond? Oui, évidemment. Ouais, bien sûr. Quoi, alors, continuez. Non, mais continuez. Allez, j'ai dit Michel. Non, mais après, donner nos avis, donc, c'est comme dire pour les gens qui vont ils savent pas s'ils vont aller voir un James Bond de 2h45, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir le dernier Craig, tu vois, pour finir un peu ce truc-là, comme dit Mathieu, du James Bond, toi tu l'as dit aussi, du spectacle du James Bond, vous allez en avoir, il y a des trucs intéressants à voir et c'est quand même pas trop mal. Mais moi j'ai trouvé aussi que on avait monté c'est pour le méchant, plein de trucs, on a essayé de faire toute une histoire pour finalement en lui donner une famille, c'est vrai, c'est exactement ça, quoi. Et tu te rends compte que on s'inquiète pas trop de ce qui s'est passé avant, de qui était ce personnage. Putain, le mec il déboule. Faut quand même voir, ça fait 4 épisodes ou 5 épisodes qu'on se tape Spectre, qui est le truc ultime, hein, secret, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, ils ont des indices, ils ont des hommes partout. C'est une pieuvre le truc, et le mec il éteint ça. Comme ça, et il est encore au-delà, et on sait pas qui c'est. Jusqu'à la fin, moi je sais pas qui c'est ce mec vraiment, d'où il vient. Il fait ce truc-là un peu. Bon, c'est vrai que le méchant est raté. Moi j'ai aussi eu du mal avec. Mais c'est même pas tant dans l'interprétation, parce que c'est même pas tant ça qui me fait mal aux yeux, mais c'est juste que moi je sais pas qui c'est ce gars-là, et franchement il me fait pas peur.
Non, il est pas. Oui. Enfin, tu vois, je veux dire, J'ai l'impression qu'en fait tout le Daniel Craig, les méchants sont plus ou moins tout le temps ratés. J'ai pas l'impression d'un méchant, peut-être Mads Mikkelsen qui était. Voilà, exactement. Ouais, Casino Royale. Ouais. Et le reste, c'est tout. Le pire, et pourtant j'aime beaucoup ce comédien, c'est Mathieu Amalric qui joue le méchant dans Quantum of Solace. C'était quand même pas folichon. De toute façon, Quantum of Solace, c'est à partir de ce moment-là, ils se sont dit bon, de toute façon, qu'est-ce qui marche dans le film d'action? C'est les Jason Bourne. Donc on va faire ça. Et pour moi, Jason Bourne, je sais qu'autour de cette table il y a des fans. Pour moi, ça a été une catastrophe. Jason Bourne pour le cinéma d'action, c'est une horreur. Je suis bien content qu'on soit enfin passé à autre chose que ces shaky cam et parce que c'est ce qu'ils font, tu vois, des surcutés en shaky cam, tu sais, pour les scènes d'action, et c'est une catastrophe. Heureusement que maintenant on est reparti sur du découpage, sur de la chorégraphie, que les scènes soient visibles. Est-ce que j'ai le droit de passer à autre chose maintenant? Alors c'est quoi, mec? On est vraiment désolé parce que c'est vrai qu'on a été un peu brutal, mais du coup on voudrait encore parler de James Bond. Non, on va se promener à Londres. Allez. Last Night in Soho, du coup. Vos avis sur vos ressentis, vos avis. Alors, moi je commence par moi. Voilà. Vas-y, mec. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là, surtout par la mise en scène et des choses que j'avais pas vues au cinéma. Enfin, rarement vues au cinéma. C'est vrai, l'histoire de la nana qui descend. Enfin, tu vois, je sais pas. Enfin, j'arrive pas à l'expliquer, mais les images asymétrie, tu veux dire, dans les miroirs, dans les vitres, quand la nana descend, il y a enfin, je sais pas. Tu pitches le film? Bah ouais. Rapidement. Ouais. Ou je peux, ouais. Vas-y, pitch. Bah justement. Nouveau film d'Edgar Wright, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite à la countryside, à la campagne, perdue. Donc sa mère est morte, elle est élevée par sa grand-mère et elle va pouvoir faire sa formation de mode à Londres. Où justement elle appréhende la grande ville et sa grand-mère lui dit attention, tu vas à la grande ville, prépare-toi, ça va être tu connais pas, tu n'imagines pas ce que c'est la grande ville. Là t'étais pépère et tu vas voir ce que c'est. Du coup elle arrive et en fait on sait pas trop, cette gamine elle a on sait pas expliqué si elle a des pouvoirs psychiques. En tout cas elle a une sensibilité forte à quelque chose, à voir des images, à voir des fantômes éventuellement, ce qui s'est passé, etc. Et du coup il va y avoir je vais pas spoiler, mais il va y avoir tout un échange entre elle qui va donc habiter dans une petite maison de bonne où il s'est passé des choses et va avoir des visions sur un meurtre qui se serait passé dans les années 60. Et du coup, c'est cette fille qui, la nuit, a un peu des visions où elle va vivre ces nuits des années 60 à travers le personnage de Sandy qui est interprété par donc c'est Anne Taylor. Qui est complètement, cette fille, déjà cette actrice elle est hypnotique avec ses yeux quand sa manière de jouer, elle occupe tout l'espace, elle est vraiment incroyable. Et du coup en fait c'est l'histoire donc de cette fille dans le présent et de cette fille dans le passé. Et du coup c'est une histoire qui est un peu entremêlée comme ça. Et du coup oui, donc tu parlais de la mise en scène et qui t'a bluffé parce que c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas. Je sais pas Sandy qui descend des escaliers et dans le miroir qui est le long du mur, tu vois l'image de la fille qui est dans Ellie, voilà. Ellie, ouais. Moi j'ai trouvé ça génial. C'est vrai, c'est Edgar Wright, déjà ça fait bizarre de pas avoir le tandem Nick Frost Simon Pegg. Moi je me suis préparé en allant voir ce film, je me suis dit déjà, j'avais rien regardé, pas de bande-annonce, toi Julien, je crois que c'était pareil, je savais pas de quoi ça allait parler. Mathieu, tu fais ça souvent, je pense. Non mais c'est ce qu'il faut faire pour ce film là hein. Voilà. Et du coup, je me suis par contre préparé, je me suis dit, tu vas probablement assister à quelque chose de sensoriellement fort. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je me suis dit, musique, tu vois, prépare-toi. Et j'ai été assez bluffé et j'ai exactement eu ce que j'attendais plus ou moins, c'est-à-dire, comme on l'a dit sur Hot Fuzz, un mélange visuel, sonore assez incroyable. Mise en scène justement qui occupe l'espace avec ses couleurs, des idées de mise en scène justement un peu tout le temps et puis des acteurs qui sont incroyables. Il prend des gueules, des vraies gueules justement. J'ai oublié le nom de l'acteur qui fait le pimp méchant, qui jouait un Doctor Who, qui joue le Doctor Who, ouais, c'est ça. Qui a aussi une gueule assez qui absorbe un peu. Matt Smith, merci, qui absorbe un peu aussi ton regard quand il occupe la caméra comme ça. Et du coup, une grande satisfaction.
Même si peut-être, bon, on spoilera pas, mais la fin, j'étais pas un grand fan, mais dans la construction de l'histoire, moi, il a réussi à m'avoir sur certains petits twists. Je me suis fait prendre au jeu, voilà. Donc moi, j'ai bien aimé. Visuellement surtout, vraiment, il y a des nouvelles idées. Je pensais avoir vu de beaucoup de choses d'Edgar Wright sur ces 3 films, et là, j'ai encore réussi à avoir des surprises. Voilà. Éléonore, tu voulais rajouter un truc? Oui, simplement dire, effectivement, enfin, comme disait Laurie, ça change de la trilogie Cornetto, c'est cette réalisation-là. Donc les deux, comme disait Loris aussi, les deux actrices sont vraiment formidables, hypnotiques comme tu disais. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait de très belles transitions. Je pense qu'on en reparlera aussi après au niveau de la réalisation. Qu'il y a toujours ce jeu entre le rêve et la réalité, on ne sait pas trop. Et que effectivement sans spoiler le message de fin, la construction de l'histoire, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas bien saisies. C'est peut-être un peu brouillon sur la fin, j'imagine. On peut même dire que moi j'ai même eu peur d'avoir bien saisi et de pas du tout être d'accord. Mais bon, c'est pour ça on en parlera pas. Mais par contre, effectivement, sur la mise en scène, on parlait avant de Hot Fuzz. Là, il y a un autre palier qui est passé. Ouais. Moi, quand tu dis que t'as jamais vu ça dans le cinéma d'Edgar Wright, moi, il y a une séquence que je n'ai jamais vue au cinéma. Court. La séquence de danse tournée en plan séquence où il danse avec l'une puis il danse avec l'autre. En fait, c'est une danse à 4 parce qu'il y a le chef-op qui est autour, le chef-op qui est le chef opérateur de Park Chan-wook qui a fait Mademoiselle. C'est assez vertigineux. C'est incroyable. Moi, j'étais vraiment bluffé quand j'ai vu cette séquence. Et avec la musique qui est omniprésente et qui se marie extrêmement bien. Ce film-là, je suis pas une jeune fille qui est partie de ma province pour aller à Londres, mais j'ai l'impression que ce film me parlait. Il me parlait au niveau des références. C'est tout le cinéma que j'aime, que j'ai étudié pendant les années. Donc tout le giallo de Bava, de Argento, de Fulci, machin. J'adore ça. Tu as aussi une référence qui est omniprésente. Alors, peu de gens l'ont vu. Je parle pas forcément Hitchcock parce que Hitchcock de toute façon ça innerve le cinéma du giallo de toute façon et le cinéma anglais inévitablement. Moi je pense aussi surtout à Michael Powell qui en 1960 fait Le Voyeur, la même année où tu as Psychose d'Alfred Hitchcock. Le Psycho Killer. C'est ça, mais en fait c'est même pas tant pour ça, c'est pour l'utilisation de Londres, comment tu filmes Londres avec ces couleurs très London, tu vois. Et il y a bien sûr aussi un film alors que peu de gens ont vu, parce que forcément il est inachevé, c'est L'Enfer d'Henri Georges Clouzot. Si un jour vous pouvez voir des images, si vous regardez sur YouTube, tapez L'Enfer d'Henri Georges Clouzot, vous allez dire ah punaise, oui, Edgar Wright, il a vu ce film, il a bien digéré très clairement. Mais c'est un film qui est somptueux. J'ai beaucoup de réserves aussi sur la fin, même si là où c'est intéressant et sans spoiler, donc il y a Diana Rigg qui joue dedans. Diana Rigg. Regardez, tu parlais de ton actrice de Wickerman, mon grand, mais regarde Diana Rigg quand elle est jeune. Ah oui, et Diana Rigg, donc chapeau melon et bottes de cuir. Voilà, s'il te plaît. James Bond aussi. Mais c'est surtout, c'est l'égérie des années 60. C'est une des égéries du Londres des années 60. Donc, l'importance qu'a ce personnage-là, quand tu le prends, c'est méta, quoi. Et c'est extrêmement méta. Donc du coup, le film prend un autre sens parce que justement c'est elle. D'ailleurs, le film lui est dédié puisque la pauvre est décédée fin 2020, donc juste après le tournage. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, on fait le lien un peu entre ce monde misogyne, tu vois, très très violent même, très agressif. C'est aussi la critique du patriarcat, non? Si tu regardes, mais tu sais que quand elle rentre dans le premier grand salon, là d'ailleurs où elle va danser, je sais plus comment s'appelle le café de Paris, non? Café de Paris, c'est le premier café de Paris. Il y a une affiche de cinéma juste au-dessus. C'est James Bond. C'est James Bond. C'est vrai. Voilà, bienvenue chez nous. C'est vrai. Je viens de capter, oui, t'as raison. Oui, c'est une belle critique du patriarcat, clairement. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que moi je suis d'accord aussi. J'aime beaucoup l'analyse que Mathieu en fait là en fait, parce que c'est ce que j'ai senti, ce que j'ai ressenti, c'est ça, c'est visuellement comme tu dis Lolo, une vraie claque. C'était très agréable, c'est très beau. Puis comme dit avec la musique, en plus j'adore ces films qui me font découvrir des versions que je connaissais pas de certaines musiques. Là, il est dans les années 60. Enfin, c'est aussi une musique que nous on aime bien. Et c'est des sonorités qui sont quand même sympas et franchement ça claque, c'est génial. La bande son j'aurais pu
me la réécouter en boucle et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais retrouver des titres qui vont me plaire et ça va me faire partie de ma discographie maintenant. À partir du moment où de toute façon t'as un film où t'as les Kings et Burt Baccarat, pour moi c'est bon. C'est gagné. Oui, c'est bon. Il m'a happé. Et en fait, c'est pareil, c'est Edgar Wright, comme on disait, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait dans la trilogie Cornetto, mais avec Baby Driver et maintenant avec celui-là, j'ai trouvé que le mec est en train de s'émanciper un peu de ses gimmicks d'une certaine époque. On n'a pas parlé de Scott Pilgrim aussi, mais c'est clair aussi. Voilà. Et puis alors peut-être moi, il me semble qu'il a appris pas mal de choses quand il a fait Scott Pilgrim, sur tout ce qui était un peu comédie dansante, tu vois, comment ça s'appelle, comédie musicale. Ah bon, alors après c'était ce que c'était, c'est l'adaptation d'un comics, hein, donc après on n'aime pas, c'est du fan service pour tous ceux qui aiment ça. Moi j'ai adoré, mais tu vois qu'il a réussi à incorporer son amour de la musique qu'il a, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est vraiment très présente, et sa mise en scène, et il arrive à en faire un truc où il a vraiment une direction au niveau des acteurs qui commence à être, ça devient un spectacle complètement dingue. C'est de plus en plus fluide. C'est vraiment beau ce qu'il fait, comme dit Mathieu. Maîtrise technique. Hein, en plus, il apporte une nouvelle façon de faire les choses. Ouais, il y a une vraie maîtrise technique là de ce côté-là. Et ça laisse présager des trucs super sympas, quoi. Et ça on a vraiment adoré en allant voir ce film. Après, pareil, bon, pour la fin, moi aussi, j'ai eu l'impression qu'il s'était un peu, pas perdu, mais que on sait plus qui vraiment est le méchant là-dedans, tu vois, c'est pour ça que est-ce que c'est vraiment le patriarcat qu'on juge, le questionnement, c'est toujours la même chose à savoir avec ce film-là. Attention, est-ce qu'on spoil? Non, surtout pas. Mais qui est victime, qui est bourreau. Voilà, c'est ça, ouais. Et en fait, ouais, il y a une ambiguïté sur le personnage de Diana Rigg sur la fin. Non, mais il faut pas spoiler, il y a rien du tout. C'est une vieille dame qui fait un logement. Mais disons qu'il y a une certaine ambiguïté, on va dire, sur effectivement le rapport entre protagoniste et antagoniste, qui est méchant, qui est victime, qui est bourreau. Et j'invite tout le monde, après avoir vu ce film, à s'interroger, à savoir, mais où il voulait en venir, qu'est-ce qu'il veut dire par là, sachant qu'un film, même s'il se passe en 1960, on le répétera toujours, c'est un reflet de la contemporanéité de l'époque dans laquelle on vit. Oui. Donc aujourd'hui, quand on fait un giallo en 60, que Bava fait un giallo ou qu'Argento fait un giallo dans les années 70, quand tu traites d'un personnage féminin, c'est propre à son époque. Donc il faut, quand tu le regardes maintenant, tu dis oui, il y a quelque chose de misogyne, patati patata. Très bien, mais c'est contextualisé. Là maintenant, quand tu vois ce film-là, inévitablement, on pense à l'époque à laquelle on vit. Post-MeToo, forcément. Donc, oui, voilà. on fait obligatoirement. Oui, c'est ça. Quand c'est fait de nos jours, ça doit avoir un rapport avec ce qui se passe aussi de manière contemporaine, quoi. Tout film est politique. Ce film-là est inévitablement politique. Donc après, à chacun d'analyser et de voir ce qu'il en pense, ce qu'il en ressent. Il a duré combien de temps ce film? Ouais, presque 2 heures. Parce que j'ai vraiment passé un bon moment, mine de rien. J'ai pas eu l'impression de souffrir du temps, tu vois. Enfin bon. Bref. Rythme maîtrisé, ouais. Quoi. Les coups de cœur, les amis. Écoute, Lolo et moi, on va ouvrir le bal, je pense, parce qu'en fait, on en discutait et on est d'accord pour essayer enfin, on va parler de la même chose, quoi. Une reco commune. Ouais. C'est rare. Ouais. Les feignasses. Non, mais parce que forcément. Mike, il fait ça avec moi depuis des années. Faux. Non, mais faux. Reco commune. C'est drôle à dire déjà. Mais, dis-le 3 fois vite. Il va peut-être arriver. Reco commune. C'est ce qu'on appelle une itération en queue. Exactement. Ça on connaît. Et en fait, pourquoi Spaced? Parce que c'est la première vraie œuvre de Edgar Wright, et parce qu'on voulait en parler parce que peu de gens connaissent en fait. Nous, c'est un peu parti de ça, de Hot Fuzz, et moi je sais que je me suis directement intéressé au travail du réalisateur. Qu'est-ce que je vois? Spaced. Qu'est-ce que je vois? C'est très difficile de le voir en France. Même si maintenant tu le sais, je sais qu'on a à l'époque on avait essayé d'en acheter le DVD, quoi, tout simplement, de cette saison. Alors c'est pas très long, hein. Il y a 2 saisons de 8 ou 9 épisodes. Voilà, ça s'arrête là. C'est court. Et c'est très court, mais ça n'existe pas. Déjà, ça n'existe pas ni en version doublée français, ni en sous-titré français. Non, tu peux trouver sur Amazon DVD en UK, anglais. Déjà, c'est assez difficile d'accès. Relativement. Alors après, sur Internet, je pense que tu peux trouver des sous-titres. Tu peux te démerder. Des fans qui ont fait des sous-titres français. Donc après, est-ce que ça peut se goupiller? Ouais. Alors, vous dites, il n'y a pas de version française, même pas sous-titrée? Non.
Mais c'est vraiment, je l'ai jamais vu, hein. Mais comme ils l'ont traduit, ils appellent ça les allumés. Moi, j'ai vu des Québécois. jaquettes avec les allumés. Peut-être version québécoise. Alors sous-titré en français québécois. Alors, mais pour se le procurer en France, j'imagine que. Franchement, les gars, moi j'ai cherché longtemps. Vraiment cherché, je n'ai jamais trouvé. Les seules traductions que j'ai eues, qu'il y avait un sous-titre français. Les seules traductions que j'ai eues, c'est des fan trad. En fait, c'est des fans qui ont traduit comme des grands, quoi. C'est difficile que tu récupères sur le net. Mais... Ouais, donc c'est une série, c'est la rencontre en 98 de Simon Pegg et d'Edgar Wright. Simon Pegg qui est scénariste, qui est co-scénariste d'ailleurs sur la série, donc comme on disait avec Jessica Stevenson, qui elle aussi est un des personnages principaux. Et pour vous, comme dit, si vous voulez visualiser qui c'est cette fille, c'est celle qui est dans Shaun of the Dead, qui est la leaduse de l'autre groupe de survivants, qui est le pendant exactement identique, mais qui réussit mieux du groupe de Shaun. Et voilà, donc c'est elle. Et ils se ressemblent tous, mais pas vraiment. Voilà. Et donc à cette époque-là, donc Nick Frost et Simon Pegg sont super potes. Et ils font cette série, donc qui dure 2 saisons. Et le pitch, c'est un mec qui est paumé, qui vient de se séparer, dessinateur. Une meuf qui est paumée, qui vient de se séparer, qui elle est qui se veut écrivaine, mais qui n'a aucune inspiration. Et c'est une grosse lazy, grosse feignante, une feignasse. Et tous les deux, ils sont obligés de simuler une vie de couple pour pouvoir louer un petit appartement qui normalement est réservé au couple. Exactement. Dans la maison d'une vieille fille. Exactement. Donc il n'y a pas vraiment grande histoire de fond, c'est vraiment plutôt des petits épisodes. Par contre, chaque épisode a une histoire propre avec une mise en scène un peu différente à chaque fois, des idées. Edgar Wright commence vraiment là, tu sens, à s'épanouir, à mettre en place son cinéma, sa version, sa vision de la mise en scène, etc. Donc tu commences déjà à capter déjà que c'est un très bon réalisateur, parce que tu rigoles aussi beaucoup dans la série. Tu vois déjà certaines choses qu'il va utiliser plus tard dans sa réal, donc sur Shaun of the Dead. Exactement. Et même il y a un des épisodes qui avait été fait à l'aune de la sortie de Resident Evil, et c'est quand ils ont fait cet épisode-là que Simon Pegg et Edgar Wright se sont dit, mais on adore tous les deux Dawn of the Dead, ce serait bien qu'on fasse peut-être un truc là-dessus. Resident Evil 2 que l'on voit dans l'on voit dans qui est un jeu vidéo, Mathieu, ne me regarde pas avec ses yeux, qui est donc introduit un épisode de Spaced, a été à l'origine de l'idée de Shaun of the Dead. Donc, finalement, c'est très bonne série, difficile d'accès malheureusement, donc le mieux c'est quand même de Amazon UK, commander un DVD. Ouais, voilà, et puis parler un peu anglais, ça va vous aider. Voilà. Eleonore, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, c'est une bande dessinée, je pense que vous la connaissez, c'est Il faut sauver le soldat. Il faut flinguer Ramirez, merde. Excellent. De Nicolas Petrimo. L'auteur a exercé dans une fonction, il a été storyboarder. Donc là, je m'adresse aux geeks essentiellement dans la société Sparks FX. Ça vous dit quelque chose? Société de films et de jeux vidéo. Donc à Lyon, il a participé aussi au collectif Doggy Bags. Je sais pas si vous connaissez. Non. Donc ça rend hommage aux pulps. Donc c'est des petits magazines en fait qui coûtaient pas très cher à l'époque aux États-Unis, plutôt qui rendaient aussi hommage aux comics d'horreur dans les années 50. Voilà. Et donc ont participé à ce collectif Mathieu Bablé. Je pense que tu connais, Loris. Oui, La Petite Mort, etc. Ouais. La Belle Mort, Carbone et Silicium, Shangri-La. Et Aurélien Ducoudray, donc lui, il a fait une BD qui s'appelle Les Chiens de Pripyat. Qui parle d'une ville fantôme en Ukraine, à la suite d'une explosion de Tchernobyl, et ils vont créer en fait une équipe qui va être chargée d'abattre les animaux domestiques et les animaux sauvages qui auraient pu être potentiellement irradiés. Voilà, c'est très gai. La ville existe, hein. Ouais, absolument, en Ukraine. Ouais, tout à fait. Donc, si vous voulez voir de plus près, il y a l'édition Label 619 qui a réuni une section de ces ouvrages Doggy Bags. Et pourquoi je parle donc de Il faut flinguer Ramirez? Donc, pour l'histoire, ça se passe en Arizona. On suit les tribulations d'un monsieur qui s'appelle Jacques Ramirez, qui a l'air tout gentil, avec une moustache. C'est l'employé modèle d'un magasin d'aspirateurs d'électroménager. Et en fait, il est vraiment très rigoureux et très discret, parce qu'en plus il est muet. Et en fait, il s'avère que
Il a été repéré par deux gars du cartel mexicain qui pensent qu'en fait c'est un des assassins présumés, donc un des plus grands assassins mexicains. Et donc il va y avoir plein de courses-poursuites et les dessins sont très beaux. Très tarantinesque. Très tarantinesque. Et il a donc l'auteur qui est français serait aussi inspiré d'Edgar Wright. Et donc il y a un style comme ça dynamique où voilà, ça peut faire vraiment penser aux téléfilms américains des années 80. Beaucoup d'action, très très beau, dessiné. C'est le dessin est fou. Tu l'as vu? Oui, c'est en 2 tomes d'ailleurs. Ah oui. Maintenant, il y a le tome 2 qui est sorti assez récemment. Et ce sera en 3 tomes, il me semble. On sait pas encore. Ok. Suspense. Bon, voilà, c'est vraiment bien. Ouais. Il est représentant. Tu l'as peut-être dit, j'ai pas écouté, mais il est représentant en aspirateur. Oui, c'est ça. En fait, c'est lui, le meilleur réparateur. Technicos, lui. Ouais, c'est ça. Le meilleur réparateur d'aspirateur. En gros, c'est vrai que tout repose sur lui. C'est le seul mec qui est capable de réparer certains trucs et ils sont l'histoire commence et ils vont lancer un tout nouveau modèle. C'est très important. En plus, c'est pas contemporain. Ça se passe pas dans les années 70, ça. Donc c'est l'époque un peu aux États-Unis où en fait, faut toujours avoir le dernier truc, le dernier modèle. Et là, c'est l'aspirateur. Là, qui c'est va Apple sortir. en fait. Ouais, si on veut. C'est ça. Mais lui, c'est le seul qui est capable finalement de c'est pas un Hoover. Son patron lui gueule tout le temps dessus, il le déteste, mais lui, c'est le seul qui est capable de réparer le nouveau modèle pour qu'il soit prêt pour la présentation. C'est un peu son rôle dans cette boîte. Et il est pris effectivement à partie et tous les mecs autour de lui, donc les méchants là disent que c'est un tueur incroyable, c'est un assassin. C'est au-delà de ça, c'est même le mec, c'est un fantôme. Il est capable d'assassiner les gens, il disparaît, on n'arrive pas à l'attraper. Enfin, c'est le boogeyman. Il fait vraiment peur à tout le monde, même aux méchants. Ouais. À mon tour de vous recommander un podcast. Oui, comme d'habitude. Alors, c'est un podcast de France Inter. Ok, bah tu rigoles parce que qu'est-ce qui te fait rire dans... Non, je rigole pas, je tout de suite. Ah, d'accord, ok. Pas. Donc, c'est un podcast de France... Ambiance. Je sais pas ce qu'il lui prend. Moi, j'arrête pas de me faire agresser. Ambiance. Donc, c'est un podcast de France Inter qui s'appelle Les aventures rocambolesques d'Édouard Baird et Jacques Souvent. Jacques Souvent qui est producteur radio, comédien, metteur en scène, tout ça. Et donc il y a pour l'instant 2 saisons, une saison qui est finie et en fait le postulat de départ c'est Édouard Baird et Jacques Souvent qui partent au Sénégal à la recherche de Benoît Poulvorde. J'achète. Voilà, qui a été vu pour la dernière fois en train d'embarquer à Roissy dans un avion pour Dakar. Donc, Édouard Baird et Jacques Souvent vont à la recherche d'Édouard Baird au Sénégal. Et donc là, c'est les aventures au Sénégal d'Édouard Baird et Jacques Souvent qui vont à la rencontre des habitants de la culture africaine et sénégalaise. C'est très chouette. À la fin, je vous spoil pas, mais c'est un podcast que en 6, je crois, ouais, c'est 4 épisodes que j'ai écoutés, les 4. Et là, il y a une 2e saison qui a commencé. On est au 2e épisode. Et là, ça peut intéresser Mathieu, cinéphile. En fait, le postulat de départ, c'est que ils ont été contactés par Pedro Almodovar. Parce que Pedro Almodovar a perdu le scénario de son prochain film dans un taxi à Madrid, à la sortie d'une soirée un petit peu arrosée. Et donc du coup, c'est l'épisode commence par un discours. Alors, je sais pas, il y a un discours d'Almodovar au festival du film de San Sebastián qu'il a fait. Ça commence par le discours d'Almodovar dans ce festival. Et du coup après t'as un coup de fil, t'as le coup de fil d'Édouard Baird, enfin à Édouard Baird et à Jacques Souvent et Almodovar qui est c'est pas la vraie voix d'Almodovar mais voilà. C'était ma question. Voilà, c'est pas la vraie voix d'Almodovar. Les autres, c'est eux qui jouent leur rôle. Oui, Édouard Baird c'est lui qui joue son rôle, Jacques Souvent et Benoît Poulvorde aussi, voilà. Et enfin, je dis que c'est pas la vraie voix, je sais pas, j'ai jamais entendu. Almodovar, il parle français ? Il parle français. Alors c'est certainement lui. Et est-ce qu'il a un accent espagnol ? Oui, c'est lui. C'est lui. C'est bon. Un mec qui parle un peu français avec un accent espagnol, ils sont rares. Donc du coup, ils reçoivent un coup de fil, voilà, et Édouard Baird questionne Almodovar en lui disant mais pourquoi moi ? Et Almodovar il lui dit mais t'as déjà retrouvé Poulvorde au Sénégal. Donc je fais appel à toi, tu vois. J'ai perdu mon scénario. J'ai perdu mon scénario dans un taxi à Madrid et je suis complètement perdu. Et Édouard Baird lui demande mais c'est un scénario pour le prochain film et Almodovar il lui dit moi j'écris pas de film pour quelqu'un d'autre donc c'est forcément pour moi. Et il a le seul indice qu'il a c'est un taxi conduit par un gitan qui aime le flamenco. Et avec ces indices là
Ils partent. C'est bien puisque c'est assez rare, donc ils devront trouver rapidement. Ils partent à Madrid et bon, voilà. Là, ils sont au deuxième épisode et voilà. Dans la saison 1, c'est en 6 épisodes et la saison 2, on est au 4e. D'accord. Sympa. Et écoutez, c'est vraiment marrant et on connaît Edouard Baird, hein, et voilà. Donc ouais, et puis Poulvord, ouais, franchement, si on. Mais Poulvord, on l'entend pas beaucoup dans l'épisode, mais c'est souvent Edouard Baird qui. Et ça gouaille. Voilà, et ça gouaille qui dans le podcast. Voilà. Mathieu. Alors moi, ma reco, c'est un bouquin. Et c'est un bouquin qui s'appelle Hitchcock La Totale. Alors La Totale, c'est une collection peut-être que vous connaissez. Ils ont fait principalement des bouquins sur la musique. Donc ils ont fait sur Queen, Led Zeppelin, les Beatles. Donc c'est vraiment des livres sommes. Et là, c'est un livre somme sur Alfred Hitchcock. Donc ce sont les 57 films, 20 épisodes de TV qui sont expliqués. Alors c'est pas expliqué par n'importe qui. Il y a quatre écrivains. Il y a Bernard Benoliel, et Jean-François Roger qui bosse à la Cinémathèque à Paris. Tu as Gilles Esposito qui bosse chez Mad Movies et Muriel Joudet des Inrocks et du Monde. Donc c'est la somme la plus exhaustive que j'ai vue sur Alfred Hitchcock. Mais c'est un pavé, hein. C'est 700 pages, c'est hyper riche, c'est des analyses très fines, c'est bien écrit, avec des photos, c'est assez incroyable. Donc si vous voulez vous plonger dans Alfred Hitchcock, j'ai pris Alfred Hitchcock parce que voilà, comme on parle du cinéma anglais, c'est un super bouquin. Donc t'as tout lu? Non, mais tu sais, c'est des bouquins que tu lis pas comme ça du trait, que tu pioches. Donc moi, généralement, voilà, je vois un film d'Alfred Hitchcock, maintenant, je regarde après ce qu'ils en disent, t'as des anecdotes, t'as tout. Et puis surtout, ce qui est intéressant, vous vous souvenez, on en avait parlé quand on avait fait, Vertigo, voilà, sur Freud. Et là, avoir à chaque fois une analyse différente de ce que nous on a pu déjà avoir ou ce que j'ai pu lire, parce qu'il y a 1000 interprétations, 1000 analyses possibles sur Vertigo, c'est passionnant. Et le cinéma d'Alfred Hitchcock se prête vachement à cette exégèse, parce que tout son cinéma en fait a de multiples interprétations possibles. Donc c'est vraiment vraiment super intéressant. Donc c'est 30 balles. Mais c'est 30 balles, un bon investissement. Non, mais c'est vrai, pour ce qu'on appelle un beau livre et une somme comme celle-ci, généralement, on est plutôt aux alentours des 50, 60, 70 balles. Exact. Là, pour 29,99, je crois bien. Pour 29,99, vous avez... bon marché. Ouais. Non, mais franchement, tu as tout Alfred Hitchcock. Vraiment. Et si tu aimes ça, c'est passionnant. Okay. Merci, les amis, d'avoir participé à cet épisode consacré au cinéma anglais. Merci Éléonore de ta participation, merci Mathieu, merci Julien, merci Loris, merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de La Nuit Américaine. On vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et on vous recommande de vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode sur votre téléphone. Voilà. Et pour les appels addicts, on vous invite à commenter ce podcast et à le noter. En tout cas, merci à vous et belle semaine. Ciao, ciao. Cheers, Mike. Ouais, des bisous.